Et bienvenue en cette première journée du festival du film et Forum international sur les droits humains. On a ouvert le festival hier soir en présence du président de la Confédération, Alain Berset, avec le film Fortuna de Germinal Rouault. Et en parallèle, ici même, une conversation de haut niveau avec le haut-commissaire aux droits de l'homme, Zeid Al-Hussein. Et je vous recommande vivement, si vous êtes intéressé, d'aller l'écouter. Elle est online sur notre site internet. C'était un moment absolument passionnant. On continue aujourd'hui donc avec une rencontre qui nous tient très à cœur. Vous savez que depuis 2 ans, on a en partenariat avec la commune de Meyrin un artiste à l'honneur. Il y a 2 ans, c'était la photographe Leila Alaoui qui était décédée tragiquement juste avant son arrivée à Genève. Et on avait monté un magnifique projet d'exposition et un hommage en sa mémoire. L'année dernière, Ritipan, cinéaste cambodgien, on avait présenté une œuvre de lui au Cairn et ici dans la cour de Pitof, qui avait été notamment visitée par Angelina Jolie. Et voilà, on s'est dit, mais que faire après ? Et il y a eu une magnifique rencontre pendant le festival d'ailleurs, dans une des projections, avec Patrick Fuchs, qui est doyen de l'école de formation professionnelle des arts et qui m'a dit, on est en train d'ouvrir une école de bande dessinée. Et tout à coup, je me suis dit, voilà une occasion à saisir. Pourquoi pas, finalement, puisqu'on essaie toujours d'explorer les nouveaux territoires de recherche artistique au festival et de briser les frontières, pourquoi ne pas travailler autour de la bande dessinée pour trouver aussi des moyens différents, en fait, de dénoncer les violations et de sensibiliser. On a commencé à réfléchir autour du projet avec Thierry Ruffieux, que je vois dans la salle, la commune de Meyrin, Pierre-Alain Tchoudi, et toute l'équipe de la culture aussi à Meyrin, Patrick, et puis Tom Tirabosco était là aussi, toute la nouvelle équipe pédagogique de l'école, et on s'est dit pourquoi pas finalement Guy Delisle. Ce qui est fascinant dans le travail de Guy, c'est que c'est la notion de la frontière et de l'identité. Parce que ce qui définit un peu les personnages de Delisle, c'est jamais leur genre, c'est jamais leur nationalité, c'est jamais leur religion. Oh pardon, j'ai une poussière dans l'œil, excusez-moi. Ça me fait pleurer, non. C'est jamais leur religion, c'est jamais leur métier, mais c'est vraiment uniquement le fait que ce soit des êtres humains, le fait qu'ils soient là, le fait qu'ils soient dans une situation donnée, qu'ils soient souvent traversés d'éclairs, d'un accroc, d'un moment de génie. Et puis ces moments-là qui fascinent souvent Guy, c'est le moment où surgit l'absurde. Et au-delà de ça, ce qui nous plaît tellement dans le travail de Guy depuis tant d'années, c'est vraiment ces personnages absolument fluides. C'est une vision du monde aussi, comme un seul lieu qu'on partage tous ensemble. Il n'y a pas vraiment de bien et de mal, mais tout est observable. Donc on a écrit à Guy, on lui a proposé un projet, une résidence artistique en fait. Il est venu 3 fois en tout à Genève, en janvier et en février, pendant une semaine. Il a travaillé avec les étudiants de la toute première volet de l'école de bande dessinée, sous la direction de l'équipe pédagogique. Les étudiants ont réalisé un magnifique travail autour du territoire de Meyrin, du territoire du Cairn, que vous pouvez voir dans la cour de Pitof. Et finalement, on lui a aussi donc proposé une rencontre avec le public de Genève. Il ne faut bien pas que j'oublie de remercier tous les autres partenaires, notamment Payot Libraire. Et je vais vous signaler aussi qu'à l'issue de cette séance, donc une dédicace se tiendra au Café Babel, juste en bas, au rez-de-chaussée. La conversation sera... Vous êtes là ? Tout le monde est là ? Est-ce que j'oublie pas de partenaires ? Non, donc la ville de Meyrin, le Cairn, l'école de bande dessinée et Payot Libraire. Et donc la conversation sera modérée par Tofik Hakem, qui est journaliste et producteur à Radio France Culture, partenaire du festival. Moi, je vous souhaite une magnifique rencontre et je vous demande d'accueillir Guy Delisle. Et donc, Tofik Hakem, qui vient pour la première fois au festival. Merci pour la visite, Tofik, on est ravis. Bonjour, merci d'être venus nombreux pour cette masterclass en quelque sorte de Guy Delisle. Alors Guy Delisle, vous qui êtes né en Amérique, au Québec, on le rappelle, vous avez travaillé beaucoup en Europe, en Asie. Une de vos bandes dessinées, d'ailleurs, Pyongyang, a été réalisée lors d'un autre voyage en Afrique, en Éthiopie. Vous qui avez fait le tour du monde, avant de commencer de parler de votre travail d'auteur de bande dessinée, est-ce que je peux vous poser la question sur la définition des droits humains ? Est-ce qu'elle est la même un peu partout ? Est-ce qu'on arrive aujourd'hui, en 2018, à avoir une même vision
partagée de ce que devraient être ou de ce que sont les droits humains? Ah ben moi, il se trouve que voilà, dans les bandes dessinées que j'ai fait, où j'ai pu croquer et rencontrer des gens et en parler. Donc ça a commencé avec mon travail d'animateur, où on sous-traitait donc d'abord en Chine, après en Corée du Nord. Et ensuite, j'ai suivi ma femme qui travaille pour Médecins sans frontières, qui nous a amené, toute la famille, à aller une année en Birmanie et à Jérusalem. Et forcément, quand on revient de ces endroits-là, surtout la Corée du Nord, parce que là, c'était quand même assez à part comme séjour et comme expérience avec les gens. Enfin, je me souviens qu'en partant, je leur disais au revoir, mais c'était adieu, parce qu'il n'y avait aucun moyen de garder contact avec ces gens-là. Et en revenant en Europe, voilà, il y a comme une chape voilà, qui se soulève et qui part de sur mes épaules, que je sentais là-bas depuis 2 mois, parce qu'il y a la pression du régime comme ça qui s'appuie sur nous. Et je me disais, voilà, ce que nous, on vit en Europe, c'est tellement différent de ce qu'eux peuvent vivre. Et voilà, nous, les acquis qu'on a eus, les combats qu'il y a eu pour arriver à ces droits humains, on en profite. On n'a pas eu à passer à travers ce que tous les autres ont passé, les générations avant nous. On est juste voilà, dans une liberté et on peut passer d'un pays à l'autre tellement facilement. Donc non. Non, chacun ne le vit pas de la même façon et c'est agréable de temps en temps, quand on est en Europe, en Amérique du Nord, de s'en rendre compte, de se dire nous, voilà, on a ces acquis, on vit là-dedans. Et c'est un peu ce que je décris par petites touches dans les quelques BD que j'ai fait. Mais l'idée, c'est comment réagir quand vous êtes face à des gens que vous aimez bien, à des situations données dans des pays qui ne sont pas des pays occidentaux, et que vous entendez ce discours qui dit que les droits humains, tels qu'on les défend, tels qu'on les connaît, ce sont des valeurs occidentales, typiquement occidentales, et des fois, ce sont des valeurs occidentales contre le reste du monde. Est-ce que vous avez affaire à ce genre de problématiques quand vous êtes en Asie, en Afrique, ailleurs que dans cette zone de paix et de richesse qu'est l'Occident? Oui, mais quand on est... Après, c'est dur de s'extraire de sa condition. Moi, je suis occidental, voilà, je vis la liberté en venant en Suisse, en partant en France, en rentrant au Canada chez moi. Et voilà, il y a presque plus de frontières pour nous. Alors pour des gens qui sont en Chine, qui ne peuvent pas avoir de visa, pour les gens qui sont en Corée du Nord, qui peuvent avoir de visa, forcément, la vision que je leur donnais, moi, était tellement différente. Et ils le vivent, voilà, ils le vivent à leur façon. En Corée du Nord, ils essaient simplement de survivre. Donc là, c'est une autre genre de situation. Mais en Chine, c'était assez étonnant parce que je me rappelle, je parle très très peu de politique en Chine parce que j'avais à peine 25 ans quand j'ai fait cette bande dessinée, donc j'étais à Shenzhen, et je me rappelle très bien que quand je passais à côté des postes de police, il y avait des photos, et on voyait des photos, forcément, bon, j'arrive pas à lire le chinois, donc c'était les gens qui avaient commis des délits, et sur certains, il y avait des croix rouges comme ça, et on m'avait expliqué plus tard, parce que j'étais assez curieux pour demander ce qui se passait. Ça, c'était ceux qui avaient été condamnés à mort. Et j'aurais demandé de me traduire ce qu'il y avait en dessous. Et en dessous, c'était des fois cambriolage ou voilà, par effraction dans une maison. Voilà, des délits chez nous qui, voilà, il n'y a plus de peine de mort. Là-bas, il l'a. Et en plus, c'est appliqué de façon assez expéditive. Et là, j'étais vraiment pour la première fois devant quelque chose. Parce que la Chine, quand on est là-bas, on se dit, bah voilà, c'est comme l'Europe. On a l'impression, il y a les magasins, il y a Vuitton, tout est là. On se dit, ils vivent la même chose que nous. Ben, pas du tout. Aussitôt qu'on est dans le système, dans l'engrenage, dans l'enrouage des mécanismes politiques, de l'État, et ben voilà, on se trouve devant un commissariat et on voit la différence. Et là, on la voit à certains petits détails, mais ils sont très très gros quand on vit là-bas. Quand on est étranger, c'est la vision de l'Occident. Donc moi, j'ai l'impression que c'est des valeurs qui sont internationales. Après, on nous dit que en Chine, on voit ça d'une autre façon. Pour moi, la liberté, c'est quelque chose qui ne peut pas, on peut pas passer outre, en fait, de ne pas pouvoir passer d'un pays à l'autre librement, de pouvoir s'exprimer librement. Ça me paraît plus qu'occidental, ça me paraît international. Et ça l'est, de fait? Ben, c'est ce que ceux qui ont écrit les droits de l'humain, il faut dire, c'est ça, ont voulu faire. Moi, je le sens comme ça aussi. Je suis d'accord avec eux. Je le ressens comme ça, bien sûr. Guy Delisle, cet engagement, je ne sais pas si le mot est juste, est-ce qu'on peut parler d'un auteur engagé quand on parle de vous?
Moi, je me sens pas engagé parce que j'ai fait des bandes dessinées qui décrivent le monde qui m'environnait. C'est pas une forme d'engagement, justement, que de s'intéresser au monde? Je sens pas comme ça. C'est plutôt une curiosité. Est-ce que la curiosité devient une forme d'engagement? Moi, je le sens pas comme ça. L'engagement, c'est plus quelqu'un qui dit, il faut vraiment, avant le projet qu'il va faire, se dit, faut qu'on parle des déchets toxiques, du plastique qui flotte dans la mer, et il faut vraiment faire quelque chose, et qui en fait un album et qui en parle. Et moi, voilà, je me promène les mains dans les poches à Jérusalem. S'il y a quelque chose à raconter, je vais le faire. Dès le départ, je me suis dit, je me suis pas dit, je vais faire un livre sur Jérusalem même en Corée du Nord, parce que j'ai fait donc un album en Chine, autobiographique, qui marchait assez bien. Enfin, à l'époque, ça marchait pas très bien, mais quand c'est sorti, c'était, pour vous dire tout, c'était 2000 copies. Donc c'était les débuts du mouvement indépendant de la bande dessinée à l'association. Comme il y a eu un peu partout dans la francophonie, en Suisse, il y a Atrabile qui existe toujours et qui continue. Et donc voilà, on fait 2000 copies sur Shenzhen. Après, je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire un deuxième livre? On m'invite à travailler de la même façon. Pourquoi pas faire un autre livre autobiographique? On m'invite au Vietnam. Donc je passe 2 mois à Saigon. Je travaille avec un studio, j'ai ma petite moto, je prends des notes en me disant, en revenant, je vais faire un bouquin sur Saigon. Et je relis mes notes et en fait, je m'étais bien amusé. Et puis c'est tout. Le studio fonctionnait vachement bien. Les gens étaient adorables et en gros c'était super. Donc voilà, j'ai pas trouvé un fil conducteur ou quelque chose d'assez fort pour avoir à raconter autre chose qui était juste l'aspect touristique. Ça, j'ai pas envie de le raconter, ça m'intéresse en tant que touriste, mais pas pour en faire un livre. Et après, de m'être beaucoup amusé, c'est pas pour moi assez pour faire un livre. Donc j'étais parti dans cette idée. En Corée du Nord, je dis, voyons voir, peut-être qu'en fait en Corée du Nord, moi j'avais rencontré beaucoup de gens qui travaillaient dans le dessin animé en Corée du Nord. C'est la raison de votre voyage, il faut le rappeler, aussi bien en Chine qu'en Corée du Nord. Hein. C'est parce que voilà. Vous avez travaillé pour des studios d'animation. Et d'ailleurs, racontez-nous, moi je ne savais pas que la Corée du Nord faisait partie de ces pays où l'industrie du film d'animation est toujours là. Ils ont, partout dans l'Asie, une tradition de l'animation qui existe depuis très longtemps. Et on voit régulièrement dans des festivals de dessins animés comme Annecy, des rétrospectives des films chinois de l'époque, vietnamiens, et on voit qu'ils viennent de loin. Et donc en Chine, on est allé, on sous-traitait là-bas, mais à l'époque, les studios d'animation calculaient les chiffres et ils allaient là où c'était le moins cher. Et à l'époque, aller à Pyongyang, c'était 4 fois moins cher que la Chine, par exemple. Et il y avait un représentant de la maison, pas d'édition, mais du studio d'animation nord-coréen, qui se promenait avec ses cartes de visite dans le festival d'Annecy et qui les filait à qui voulait les avoir. Et donc les producteurs appelaient, s'informaient des prix et tout le monde allait en Corée du Nord. Il y avait les Italiens qui étaient là, les Espagnols, FR3. Moi j'étais là pour TF1 en Corée du Nord. C'était en 2001, avant septembre 2001. Moi j'étais là au printemps. Donc c'était avant l'Axe du Mal, c'était avant la diabolisation et c'était avant la bombe nucléaire aussi que les Nord-Coréens avaient. Donc c'était un moment où la Corée du Nord était un pays très bizarre, très reculé, où personne allait et qui était très fermé. Donc voilà, j'en parlais avec les gens qui étaient allés, je dis mais tu te rends compte, tu es allé en Corée du Nord? Et tout ce qu'ils me disaient c'était, en gros, on s'est fait chier, il n'y a pas grand-chose à faire et apporte-toi des films à regarder. Donc je disais, mais tu te rends compte, tu es allé en Corée du Nord. Donc quand on me l'a proposé, moi j'étais assez curieux, je dis, ouais, je veux bien les voir, mais j'étais quand même dans l'optique de me dire, on verra, je vais prendre des notes, et puis ma foi, s'il y a des trucs à raconter, je raconterai. Et puis vous n'aviez pas le choix, je pense, Guy Delisle. Il fallait y aller. Non, on m'avait déjà proposé avant. Et c'était au tout début où la mondialisation commençait à s'enclencher. Maintenant, on est au-delà de ça. Et on voyait le boulot qui était le nôtre partir. Alors justement, comment vous avez réagi? Parce que ce sont des délocalisations. Complètes. Et au début, on était là, les animateurs, mais non, il ne faut surtout pas y aller. Et on m'avait proposé. Et une fois, j'avais dit non.
Je dis, ah non, je vais pas aller en Corée du Nord leur montrer le boulot qu'on va perdre. Et la deuxième fois aussi, j'avais dit non. Et d'année en année, ben voilà, tout ça c'est réduit comme une peau de chagrin. Et puis maintenant, l'animation, en fait, c'est très différent. Moi, celle que j'ai connue pour les séries télé, se fait sous-traiter en Chine et un peu partout. Quand on fait des trucs comme des longs métrages, ça reste en France ou en Europe, mais tout le reste est parti. Donc la troisième fois, c'était dans un autre contexte et j'ai dit ouais, d'accord, je veux bien y aller. J'étais curieux quand même. Parce que c'était plus nécessaire de résister. Oh là, là déjà, si c'est pas ça, ça va être les robots qui vont prendre notre boulot. Donc là, ouais, c'était déjà bien enclenché. On n'était plus en train de se dire, faut pas y aller. Ouais. Enfin, moi, j'étais plus là-dedans. Très bien. Non, mais parce que c'est vrai que de savoir que même quelqu'un de votre génération, que vous avez connu comme Johannes Farr, qui fait Le Chat du Rabbin en film d'animation, et que, en réalité, ils sont restés très peu de temps à Angoulême, tout s'est fait en Chine, là aussi. Le Chat du Rabbin, c'est peut-être une bonne partie à Paris, quand même, non? Ouais, mais... En fait, moi, comme exemple, en Corée du Nord, il y avait le film de Corto Maltese. Ouais. Il avait commencé en France et le budget avait fondu et après il avait déménagé en Europe de l'Est et le budget avait encore fondu et ça s'est terminé en Corée du Nord. C'était une galère de production, ce truc monstrueux. Je regardais le producteur le réalisateur qui était là et voilà, il essayait juste de sauver les meubles pour sortir ce film. Et quand on pense que c'est quand même Corto Maltese et qu'on voit ce qu'ils en font en animation, on se dit mais c'est un chef-d'œuvre de la bande dessinée, il faudrait que ça soit traité avec un peu plus de respect. Nom de Dieu. Et en Corée du Nord, j'arrive, la première journée, je me dis, voyons voir ce qui se passe, on verra s'il y a assez de trucs à raconter. Au bout on me donne des fleurs, je savais ce que je devais faire avec les fleurs. Il me dit, mon guide vient, mon interprète, mon chauffeur, qui m'ont suivi pendant les 2 mois où j'étais là, tout le temps, me dit on va pas aller à l'hôtel tout de suite, on va d'abord faire un petit détour par une colline où on voit toute la ville de Pyongyang, c'est très joli. Bon, je savais où on allait devant la grande statue de Kim Jong-il. Et les fleurs, moi je savais ce que je devais faire, c'était pas pour moi, c'était pas pour mettre dans ma chambre, c'était pour les déposer au pied de la statue de Kim Jong-il et de payer mon respect devant le dear camarade, le cher camarade. Qui vous avait prévenu, Guy Delisle? C'était la boîte à Paris, ouais. Il y avait tout un truc. Et ils m'ont dit surtout, il faut pas apporter de pornographie, il faut pas apporter voilà les trucs. Il faut pas rire de Kim Jong-il, surtout pas. Alors qu'en fait, on a fait pas mal de blagues là-dessus. Parce qu'on était 3 jeunes de 25 ans et à un moment on se faisait tellement on s'embêtait pas mal et il y avait des problèmes de prod et il y avait des gars pas mal plus foufous que moi, dont un il leur disait tout le temps il y avait des problèmes de prod, il disait bon, peut-être demander à Kim Jong-il, comme il connaît tout sur tout, il va nous donner la solution au problème. Ça faisait un beat complet. Mais ils n'étaient pas nord-coréens, les gens avec qui vous plaisantiez. Si. Ouais. Ils étaient nord-coréens? Oui. Ah ouais. Donc, à force, on connaissait les chansons de Kim Jong-il et tout, on les chantait dans les bars. Ouais, c'était peut-être pas la meilleure chose à faire, mais on était sous la protection du contrat, parce que nous, dans le contrat, c'était écrit qu'il y a quelqu'un qui viendrait, et c'était quand même pas mal d'argent pour la Corée du Nord. On était la 3e ressource de devises étrangères, en fait. Il y avait, je crois, les armements. Après, c'était la drogue, parce qu'ils font pas mal de trucs chimiques avec les Japonais. Et il y avait, après, le dessin animé. Donc, je me disais, c'est pas mal, parce que... non, au moins, là, c'est clean. C'est un peu plus honorable. Voilà. Mais en signant ce genre de contrat, c'est aussi mettre de côté les droits humains et ses principes. Guy Delisle, comment ça se passe? Est-ce que ça pose un problème Moi, je venais pas en mon nom. Je représente pas un pays non plus. Juste un petit soldat d'une petite entreprise qui va en Corée du Nord pour... Oui, je représente le client, c'est tout. Ouais. Moi, je le faisais pas en mon nom personnel, parce que sinon, je me serais peut-être pas prosterné, payer mon respect, comme on dit, devant Kim Jong-il. Il y a des parlementaires qui le font pas. Et là, c'est différent, parce qu'eux, ils représentent un pays et ils vont pas se plier devant ce genre de je sais pas, de symboles forcés, en fait. Mais moi, je m'en foutais, à tout dire, je trouvais ça même rigolo. Et je me disais en même temps, ça va les rendre un petit peu... Si je le fais pas, alors là, la confiance, c'est fini pour tout le reste du voyage. Et donc là, je me suis dit, je le fais, et puis après, on va pouvoir papoter tranquillement.
Parce que la question se pose sur tous les pays que vous avez traités, c'est-à-dire soit on reste très ferme sur ses positions et on n'y va pas et on passe à côté du reportage, de la BD reportage, soit on y va, mais alors quelles concessions faire? Moi, surtout les dangers je me disais, je vais essayer surtout en parlant de Pyongyang, parce que moi je suis allé une fois, et la Chine, ça s'est pas présenté, mais ça s'est présenté après pour la Birmanie. Et là, je représente des gens que j'ai côtoyés, qui peuvent être eux identifiés, surtout en Corée du Nord, parce que j'y suis allé qu'une seule fois. Donc si je dis, ouais, mon interprète m'a dit qu'il s'en fout, enfin il m'a jamais dit ça, mais il y en a un une fois qui m'a dit, moi, quand la réunification va se faire, je fais ma valise et je m'en vais à Séoul. Et ben dans le contexte de la Corée du Nord, où tout est un peu écouté, et quand il m'a dit ça, je me suis dit, oh my god, un traître à la nation. J'ai dit, c'est un peu chaud comme truc, et je l'ai pas mis dans la bande dessinée, parce que ça peut être que lui en fait qui a dit ça, donc c'était surtout ça ma préoccupation, parce que eux ils restent là et moi je m'en vais, donc comme fait tous les journalistes, hein, mais des fois il peut y avoir des bévues, donc je faisais attention, même si à l'époque c'était très confidentiel, c'est ce genre de BD, sauf qu'après, ça a été quand même beaucoup diffusé, donc j'étais ravi d'avoir pris les précautions qu'il faut, hein. C'est un peu élémentaire, mais bon. Pourquoi vous avez choisi ce genre, c'est-à-dire la bande dessinée de reportage, Guy Delisle? Parce qu'après tout, vous auriez pu vous imprégner de la culture du pays, de ce que vous avez vu, et d'imaginer une fiction. Est-ce que parce que ce genre commençait à se mettre en place, notamment avec Josako, ou parce que vous avez senti tout de suite que c'était ce genre-là qui allait le mieux avec votre style de narration? Ça a commencé vraiment petit à petit, parce que c'est en revenant de Chine où j'ai pris des notes. Et j'ai pris des notes en Chine parce que j'ai une très mauvaise mémoire et j'étais déjà allé sous-traiter en Chine. Et je me rendais compte que j'avais quasiment oublié tout mon premier séjour. Je me suis dit, c'est dommage de voyager et de tout oublier. Donc voilà, je me suis fait un petit carnet de bord. Et en revenant de Chine, je faisais que des histoires courtes. En bande dessinée, j'avais pas fait de livre encore. Et je me dis, tiens, ça serait quand même pas mal, parce que je voyais d'autres gens à l'association qui faisaient de l'autobiographie, qui s'étaient mis dans ils avaient fait un thème commun, et ils s'étaient tous dessinés. Je trouvais ça assez drôle. J'étais un peu timide, mais je m'étais dit, tiens, je pourrais peut-être me dessiner une fois, juste pour voir. Je le fais, ça m'a plu. Je l'ai fait une deuxième fois, ça a beaucoup plu, et après on a dit on va faire un livre avec ça. Donc ça a commencé vraiment pas comme un livre, mais comme des histoires courtes qu'on a finalement éditées en livre. Pour la Corée du Nord, là c'était différent, parce que je dis tiens, je vais prendre des notes, et après si je fais un livre avec ça, ça serait intéressant. Il y a toujours un moment où je me dis bah je crois pas et tout, mais c'est drôle parce qu'après je reviens en France et je raconte à des copains au café, ouais ils me donnent des fleurs, je les pose, puis je paye mon respect, et ils me disent sans blague, et là je me rends compte en fait, ah ouais c'est vrai que c'est assez cocasse comme truc, mais quand on est sur place et qu'on le fait, tout le monde le fait quand ils vont là, moi je m'habitue assez vite, je suis assez flexible, je dis bon ici on fait comme ça et c'est tout. Et voilà, par rapport à votre question, moi je me dis pas à l'époque je vais faire un livre qui va marcher ou qui. Enfin, moi j'ai fait le livre au complet, je l'ai donné à l'association, on n'était pas payé, hein, c'était juste parce qu'on aimait faire de la bande dessinée. Et après, si ça marche, tant mieux. Et il y avait déjà des livres sur les voyages qui étaient faits, pas beaucoup. Il y avait Jean-Christophe Menu qui a fait des trucs courts sur des séjours qu'il avait fait dans la Scandinavie. Et je trouvais ça hyper intéressant comme mélange. Je me sentais pas faire la même chose. Je me sentais être assez loin de ce que fait Joe Sacco. Lui, c'est un travail plus journalistique, plus sérieux. Mais voilà, je me disais, c'est juste des petites anecdotes comme ça quand on se balade et ça donne un éclairage sur le quotidien. Là, je me rendais compte que sur la Corée du Nord, c'était assez particulier parce qu'il n'y a pas beaucoup de livres sur la Corée du Nord et encore moins sur quelqu'un qui se balade les mains dans les poches à Pyongyang. Je me disais, voilà, c'est un témoignage un peu plus intéressant que ce qu'on peut avoir sur la Corée du Nord, mais sans me dire, voilà, sans aller au-delà de ça. Ça ne s'est pas structuré, peut-être avec le livre sur Pyongyang, ça a commencé à avoir une structure. Quand vous dites Ouais. j'ai travaillé, j'ai pris des notes, ça veut dire quoi? C'est-à-dire des dessins, des croquis, des idées, des choses vues, entendues? Alors, le soir, voilà, je me forçais dans la chambre, des fois je me disais, oh. Et après une journée de travail, voire en Chine, c'était 6 jours sur 7, donc je suivais le rythme à la chinoise.
Donc je dessinais pas sur place parce que j'avais dessiné toute la journée avant. Alors je prenais des notes rapidement, comme ça, qui sont pas très. Je prends ça, pour te dire, je prends ça sur la page de droite et après il me revient souvent en mémoire. Ah oui, ça c'était comique et je le rajoute après sur la page de gauche, un peu comme une parenthèse par rapport à ce qui est à droite. C'est des notes qui ont aucun intérêt, en fait, littéralement. C'est juste j'ai vu machin, j'ai fait ça. Sauf que quand je les relis l'année d'après, confortablement chez moi, je me dis ah oui, ça c'était quand même assez cocasse comme histoire. Et j'enlève tout ce qui me paraît inutile, et puis je mets dedans tout ce qui est bizarre, affligeant, curieux, et voilà, j'aime bien les trucs un peu... Et juste des mots, où il y avait des photos, des dessins, des croquis. Des fois, un tout petit croquis, genre on allait au restaurant chinois, je me rappelle, et il y a toujours des aquariums, et on choisit le poisson qu'on va manger. Bon, il y en avait quelques-uns qui étaient morts, qui flottaient, et je me disais, moi je veux pas celui-là. Et voilà, donc je fais un petit aquarium avec un poisson qui flotte, et après ça me rappelle cette situation-là, mais j'allais pas plus loin que ça. Avec 6 jours sur 7, voilà, je me contentais de petites notes. Alors en Corée du Nord, on m'avait dit que des fois, ils pouvaient fouiller dans des bagages, et puis c'était déjà arrivé qu'ils avaient enlevé aux gens des notes qu'ils avaient prises, et je me faisais un gros coup de flip. Mais là-bas, c'est assez facile de virer parano, parce que tout est fait pour qu'on devienne parano. Et au lieu d'écrire Kim Jong-il, j'écrivais K1 et K2. Ouais, pour pas qu'on sache, alors qu'on aurait très bien su que c'était Kim Jong-il. On peut changer la lettre, juste la lettre. À un moment, je me suis dit, il faudrait peut-être que je le planque sur moi. Mais bon, j'ai oublié, et puis je l'ai mis dans mes valises, mais j'avais personne à fouiller quoi que ce soit. Donc, voilà. Mais ce qui est affolant en Corée du Nord, c'est que le journal télévisé, fait pour ce qu'ils ont comme genre de journal télévisé sur les infos qui sont que locales, c'est la guerre de 51-53, en fait. Ça commence avec ça tout le temps, et on dirait qu'elle a terminé la semaine d'avant, et à un moment on se dit, c'est si près que ça, on dit, mais non, ça fait quand même 40, 60 ans, mais plus que ça, 60 ans maintenant. Et on a l'impression, quand on parle aux gens, que ça va peut-être reprendre la semaine prochaine. Moi, il me disait, là, c'est George Bush qui vient d'être élu, ça chauffe, il y a des chars d'assaut tout le long de la frontière. Et moi, je voulais voir la DMZ, ces enfoirés. Ils m'ont dit tout le temps, oui, on va y aller, oh, oui, on va y aller. Il restait un week-end, j'ai dit, vous me dites oui depuis le début, mais là, c'est fini. Moi, ce week-end, on a autre chose de prévu. Ils me disaient, ouais, mais en fait, si on t'amenait là-bas, comme de ces temps-ci, c'est chaud. Et là, c'est le genre de réponse qu'on a là-bas. S'ils voient un étranger, ils vont peut-être se fâcher, commencer à tirer, et la guerre va recommencer. Et là, on se dit, mais non, mais ça fait 2 mois là que je suis avec toi, tu me sors ce genre de conneries. Parce qu'il savait très bien ajuster le tir. Il connaissait les étrangers. Donc, mais de temps en temps, il ne savait pas quoi répondre. Et hop, il sortait ça. Ouais. Alors, le pire qu'il m'a dit, le gars, c'est... j'ai dit, on ne voit pas beaucoup d'accès handicapés, c'est-à-dire qu'on n'en voit pas du tout. Et on ne voit personne en chaise roulante. On ne voit pas de gens qui marchent avec des béquilles. J'ai dit... Et le gars, il me dit, ouais, mais c'est parce que nous, les Coréens, on est tellement une race pure que tout le monde naît... Mais sans déconner, hein, tout le monde naît intelligent, fort et en santé. Et là, tu te dis, c'est trop déprimant. Quand est-ce qu'on s'en va là? Mais vous essayez de ne pas le montrer, bien sûr. Non. Et le soir, là, je prends une note là-dessus parce que ça, je veux pas l'oublier. Et voilà, c'est juste confondant. Hein. Mais ils vivent dans une double réalité, en fait. C'est ce qui est à l'extérieur, parce qu'ils l'ont vu. Les gens qui étaient avec moi étaient allés à Rome, étaient allés à Paris. Et donc eux, ils se disent là-bas, c'est comme ça, mais ici, parce qu'autrement, ils virent fous. C'est une espèce de schizophrénie. Ouais. Et je leur disais, alors Paris, c'était bien, les filles et tout, les cafés, ça t'a plu? Ils disaient, ouais, mais il y a plein de gens pauvres dans la rue. C'est sale aussi. Laisse tomber. Comme vous vous mettez en scène, on va en parler, il y a une forme de même voilà, du journalisme gonzo adapté à la bande dessinée, vous le faites, mais s'il fallait faire un parallèle avec un journaliste, par exemple, vous, quand vous êtes en Corée du Nord et que vous vous rendez compte que cette guerre marque encore les esprits ou qu'elle est instrumentalisée encore aujourd'hui par le pouvoir en place, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que, comme un journaliste, vous allez vous documenter en disant mais qu'est-ce qui s'est passé? C'était quoi l'événement? C'était qui les belligérants? Et comment on gère cette histoire? Ou au contraire, vous dites j'ai envie de m'adresser à quelqu'un qui, comme moi, ne connaît absolument rien de cette histoire. C'est pas la peine de rentrer dans les détails. Il faut juste représenter ce pays comme moi je le vois avec mon regard neuf, peut-être candide.
Ouais, pour plusieurs raisons, je suis plus dans la deuxième attitude parce que là, il aurait fallu à creuser, mais du côté des Nord-Coréens, et leur dire pourquoi vous parlez tout le temps de la guerre, vous, et très vite, on se rend compte qu'on est devant un grand mur de propagande et que quand ça les emmerde, ils vont nous sortir, voilà, tout le monde est fort, né, fort intelligent et beau en Corée du Nord, et ce genre de trucs. Donc voilà, ça tombe assez vite. Moi, je faisais exprès de rentrer à l'hôtel le soir à pied, alors que c'était vachement loin. Et eux, ils avaient une bagnole à disposition, donc ils comprenaient vraiment pas la logique pourquoi je voulais rentrer à pied, parce que le summum, c'était d'être en bagnole. Et à pied, il y avait un gars qui me suivait pour ma sécurité. Et là, on parlait. Et on avait des longues discussions. Et des fois, c'était assez étonnant. Il y a des trucs que j'ai pas pu mettre dans le livre parce que c'était un peu chaud. Et à un moment, il me disait quand même que sa femme avait mal au ventre. Et il me demandait si j'avais pas des médicaments. Et là, on voit un peu derrière ces deux questions la misère pharmacologique déjà, parce que moi j'avais, je sais pas, j'avais 3-4 aspirines et puis c'est tout. J'ai dit mais qu'est-ce qu'elle a au ventre et tout. Il dit, ah, et quelle tristesse, mon Dieu. Et là, ben, je dis non, j'ai rien. Je demandais à des copains à côté s'ils avaient des trucs. Mais bon, qu'est-ce qu'elle a? Aucune idée. Tout ça, moi je préfère fonctionner comme ça, c'est-à-dire prendre. Là, je l'ai pas mis. C'est trop dangereux pour lui, mais ça aurait été vraiment très intéressant. Moi, mon approche est presque plus ethnologique, où, voilà, avec ces deux petites informations, voilà, on voit bien que là-bas, au niveau docteur et puis au niveau médicaments, et ça ne doit pas très bien se passer s'il me pose ces deux questions-là. Donc, à partir de ça, moi, je ne peux pas creuser plus loin. Je ne peux pas lui dire... je lui ai dit, moi, ce qui me ferait le plus plaisir, c'est pas de me faire inviter dans tous ces restaurants à la con, là. Ça serait d'aller manger chez toi avec ta femme et tes enfants. Et il dit, oui, oui, pas de problème, on va le faire. Ça s'est jamais fait. Donc, c'était toujours oui, oui. Mais ça, j'aurais bien aimé, aller dans un appart et manger avec des gens là-bas. Mais je crois qu'à ce moment-là, ça aurait été hyper organisé par tout le système et que ça aurait été encadré à fond et ça aurait été pas du tout naturel. Donc on est toujours loin de la spontanéité. De temps en temps, j'en avais eu des bribes. Donc moi, j'aime bien juste montrer ce que j'ai vu. Donc un peu la première partie que fait l'ethnologue, donc ramasser des petites pièces. Et à partir de là, on fait on fait son analyse. Enfin, le lecteur l'a fait. Moi, je propose les petites pièces que j'ai vues, un peu comme ce genre de conversation, et après, le lecteur lui-même fait son analyse et sa conclusion, s'il veut, sur ce qu'il interprète de tout ça. Ouais. Et vous oubliez votre grille de lecture, par exemple, moi, je pense qu'à votre place, ça m'aurait renvoyé à tous les livres, à tous les films, à tous les documents sur l'URSS, avec une association d'idées. J'aurais toujours cette grille de lecture. Est-ce que vous arrivez à vous extraire de tout ce que vous avez appris avant, quand vous êtes dans un pays? Est-ce que pour vous, c'est une nouvelle aventure? Bah, souvent, le contexte fait qu'on était parachuté. Là, si je passe au livre que j'ai fait après, où j'accompagnais ma compagne, parce que ce qui s'est passé, c'est qu'après la Corée du Nord, moi, j'ai arrêté de travailler dans le dessin animé. Je me dis, je vais essayer de faire que de la bande dessinée, voir si ça marche. Et ma compagne a dit, ben maintenant, si tu peux travailler n'importe où, moi, je vais accepter des longues missions avec Médecins sans frontières. Et on partira ensemble. Et à ce moment-là, on avait notre premier enfant et on s'est retrouvés en Birmanie. Et donc en Birmanie, on l'a su un mois avant qu'on allait là-bas. Donc on devait d'abord aller en Guatemala et un mois après, ils nous disent non, Guatemala City, c'est trop dangereux, on va vous amener, on vous envoie à Rangoon. Et en fait, Rangoon, c'est vrai que c'était pas du tout dangereux malgré l'image qu'on avait nous avant de partir. Et donc là, moi je connais rien sur la Birmanie, mais sachant que je vais y rester une année, ça m'inquiète pas beaucoup. Alors, je sais que voilà, là-bas, je vais côtoyer des gens, et puis en une année, ma foi, je vais être capable de comprendre comment ça se passe dans le pays. La Corée du Nord, c'est différent. Et avant de partir en Corée du Nord, c'est là où je me suis dit, il faut que je lise le plus de trucs, parce que bah, déjà, les gens à qui je posais les questions, qui travaillaient dans le dessin animé, ils me disaient tous, bah, je sais pas, c'est chiant la Corée, il n'y a rien à faire. Je dis, ouais, mais je sais pas, tu te rends pas compte. Donc je me dis, j'avais lu 3 ou 4 livres qu'il y avait, il n'y en avait presque pas à l'époque. Et tout le monde parlait de 1984, et je me suis dit, tiens, je vais le lire avant de partir. Je l'avais déjà lu plus jeune, et j'étais rendu à la moitié. Je me dis tiens, je vais le terminer là-bas, ça va être rigolo. Et en fait, j'avais pas prévu qu'aux douanes ils me fouilleraient, parce qu'ils attendaient un Français, que j'ai un passeport canadien, et que j'étais là avec mon 1984 En français à l'aéroport. Et je me dis putain, ça commence mal. Je dis non, c'est juste un livre de science-fiction. Et après, les gars là-bas, ils lisaient du français, mais ils avaient que du Molière et des trucs.
un peu gonflants, donc ils étaient vraiment demandeurs de livres policiers, de trucs un peu contemporains. Donc je dis, bah, moi j'ai ça, c'est la science-fiction, ça vous intéresse? Donc finalement ça ne l'intéressait pas trop. Quand il me l'a redonné, ça a été en tremblant avec des grosses gouttes de sueur. Il dit, c'est pas trop ma tasse de thé. Je dis, bah, dommage. Donc voilà, je pouvais pas là lui poser la question, alors qu'est-ce que tu penses de George Orwell? Donc voilà, ça fait une bonne anecdote et on voit que par la façon dont il me redonne ça, que voilà, c'est chaud comme sujet et que voilà, 1984, ça doit être hyper à l'index là-bas, donc c'était pas une bonne lecture pour lui. Comment restituer tout ça en dessin? Puisque vous nous donnez un exemple concret, Guy Delisle, c'est-à-dire ne pas mettre en danger les personnes qui étaient avec vous, Ouais. et pourtant c'était vos interlocuteurs exclusifs, hein. Vous ne pouviez pas rencontrer d'autres gens en secret ou parallèlement à ce voyage qui devenait de fait très officiel, même s'il a duré. Comment vous faites après pour restituer l'ambiance, les choses vues, vécues, même une certaine vérité, la vôtre, dans ce pays, à travers une bande dessinée reportage où vous allez tout changer. Vous allez être obligé et de jouer avec votre candeur, ça reste assez drôle ce que vous faites, et de protéger ceux qui étaient les protagonistes de ce voyage. Alors bon, je parle de ce qui me met moi pas en danger, mais voilà, donc mes relations avec le régime et puis les choses qu'on me faisait visiter dans des musées, tout ça, donc là, il y a que moi et eux, ils sont dans le fond, ils sont toujours très fidèles au régime. Je le mets au début de la bande dessinée aussi, que malgré mes questions un peu pernicieuses, ils ont toujours été très respectueux du régime et de toute la clique au pouvoir là-haut. Et un peu pour les protéger, puis après, voilà, j'ai fait attention de ne pas les mettre dedans. Moi, je raconte mon quotidien avec mon camarade qui était là-bas, David, avec qui on faisait plein de bêtises. Donc ça tournait alentour de ça tournait alentour de l'équipe de travail, c'est-à-dire que je voulais aller voir les animateurs, parce que bon, je corrigeais les trucs, j'écrivais les commentaires, les choses à reprendre, les plans à reprendre, et lui, il allait à l'étage plus haut et il allait traduire ça aux animateurs. Je lui ai dit, bah, je pourrais peut-être moi y aller, et puis comme ça, on le ferait un peu en direct. Ah oui, c'est ça, il téléphone pendant une demi-heure, et on y va, fait grosse spontanéité. Et je les ai vus une seule fois, parce que c'était tellement compliqué qu'après, c'était pas possible de le faire. Donc ça, je peux le raconter. Je raconte les gens qui nettoyaient les fenêtres de l'immeuble où on était. Et on avait vu avec quoi ils travaillaient. C'était des briques et des cordes à moitié usées sur un édifice de 47 étages. Mon Dieu, j'avais froid dans le dos quand j'ai vu la machine. Donc voilà, tout ça, je peux le faire. Après, je me suis permis une entourloupe, c'est-à-dire que à un moment, on vient me voir, et c'était mon deuxième traducteur. J'en avais eu deux, ce qui fait que je pouvais jouer là-dessus, mais bon, pas vraiment, je ne l'ai pas fait. Et il me dit, est-ce que tu veux venir voir le dernier film de propagande? Donc les studios produisent chaque mois ou chaque 2 mois, et les travailleurs ont la chance d'aller voir ça. Et déjà, j'étais assez cocasse parce qu'il dit, c'est clair, là-bas, c'est le film de propagande. Donc j'étais occupé, j'ai dit, je ne peux pas y aller. Et à ce moment-là, j'aurais dû, ça aurait été assez rigolo à voir, mais bon, j'avais des trucs à faire. Et je vois mon traducteur qui ne va pas. Et je suis assez étonné parce que je lui dis, ben alors, il dit, oh non, moi, les films de propagande, ça me fait chier. Et je me suis dit, waouh, si je mets ça dans l'album, il est mort. Et parce qu'eux avaient accès, comme ils travaillaient dans le cinéma, à des films occidentaux. Ils avaient vu Matrix, des trucs comme ça. Donc, les histoires de Nord-Coréens qui se battent contre l'armée japonaise, il en avait marre. Et donc, je l'ai mis par un personnage que je croise dans les escaliers. Voilà, qui me dit ça. Donc voilà, j'ai réussi à mettre quelqu'un d'anonyme dans la bande dessinée qui arrive un peu n'importe comment. Et c'est pas très crédible, mais en tout cas, on peut pas l'identifier. Et ça, c'est la seule entourloupe que je me suis permis de faire. Et vous saviez que vous n'alliez pas retourner en Corée du Nord quand vous décidez de faire le livre Guy Delisle? En fait, moi, je me suis dit longtemps, quand il va mourir, Kim Jong-il, et qu'il sera remplacé par son fils, qui a quand même vécu toute sa vie en Suisse. Je crois qu'il parle français, m'a-t-on dit. Et ben, il aura une vision quand même un peu, je sais pas, au moins, peut-être pas genevoise, européenne.
au moins Genevois, ou du Valais, je ne sais pas où il était. Et en tout cas, apparemment, le fils, voilà, il est guère mieux que le père, ou en tout cas, on verra ce que ça donne. Là, il y a eu un petit réchauffement, peut-être que c'était tout ça une grosse stratégie. Mais moi, je pensais que le régime de mon vivant s'effondrerait. Mais là, avec lui, ce jeune poupon là, qui dirige ça, ça a l'air d'être parti comme en 14. Pourquoi vous pensiez que ça allait s'effondrer? C'est ce que vous avez vu, ressenti? C'est tellement intenable, en fait, que depuis 89, on dit ça va tomber. Et là, un peu comme Franco ou Ceausescu, quand ceux qui sont au-dessus tombent, la pyramide s'effondre. J'imaginais un peu quelque chose comme ça, mais ils sont un peu plus solides que ce qu'on imaginait. Ouais. Et là, ouais, j'ai pas l'impression que ça va tomber. Voilà pour la Corée du Nord. On peut dire qu'ici dans la salle, on est à peu près d'accord sur ce régime. En revanche, quand vous passez au conflit israélo-palestinien, je trouve que là, vous n'allez pas pouvoir nous dire j'avais jamais entendu parler de ce conflit. Ouais, c'est juste impossible. Donc là. Oui, je sais que vous ne me croyez pas là-dessus. Mais moi, je suis canadien. Le Moyen-Orient, c'est... Mais alors, même en Sibérie, même au Canada, c'est juste pas possible. Non, mais quand je dis je connaissais pas, je savais qu'il y avait... oui, je connaissais les acteurs principaux de ce théâtre, mais dans le détail, en fait... le Kippour, 67, même 48, je ne connaissais pas tout ça, tous ces événements. Et franchement, ça ne m'intéressait pas. On ne peut pas suivre tous les conflits, j'en suis pas mal, mais celui-là, je l'ai raté. Et quand on essaie... C'est pourtant le plus médiatisé, le plus... Et oui, mais ça devient aussi un désavantage, parce qu'on en parle tout le temps, et si on essaie de le suivre aujourd'hui, on a vraiment l'impression... il faut avoir un grand résumé à un moment, et là, je veux dire, le train, il est en marche, et quand on essaie de l'attraper, des fois, il va un peu vite au niveau des médias, donc il faut faire un espèce de crash course pour comprendre un peu ce qui se passe. Ce que moi, j'ai fait en étant là-bas. Donc forcément, quand on s'y promène, on se dit « Ah ouais, ça fonctionne comme ça ». Et c'est ça les colonies. J'avais jamais vu une photo d'une colonie de ma vie, jamais. Moi, je pensais que c'était trois gars avec des tongs et puis un chien, voilà, avec une baraque en bois, et ils montaient ça en sifflant, et je trouvais ça plutôt charmant. En fait, c'est pas très charmant, et c'est du dur, et il y a du 100 000 et du 20 000 personnes là-dedans. Donc c'est autre chose. Donc voilà, j'ai tout découvert ça, et voilà, maintenant ça va, je connais assez bien le problème. Donc c'était pas une idée, je trouvais que c'était une idée de génie, moi, de reprendre ce vieux conflit qui passionne les gens, et en leur disant, moi je vais le traiter comme si c'était un nouveau conflit, je ne sais rien, il doit y avoir encore des gens sur cette planète qui ne connaissent rien de ce conflit, j'y vais. Et je vais... voilà. Je crois que c'est un avantage que je parte vraiment à partir d'une page blanche, parce que du coup, à partir de ça, je pouvais vraiment me mettre dans la peau de quelqu'un qui ne connaisse pas. Mais c'est un personnage. Le Guy Delisle Candide à Jérusalem, c'est un personnage. Là, on est dans un registre de narration, on est un peu dans l'humour. Ouais, mais pour tous les gens qui font de l'autobiographie, ça fonctionne comme ça, c'est-à-dire que c'est des facettes de ma personnalité, ce côté candide, ce côté dépassé par les événements, ça m'arrive souvent. Pas tout le temps, mais dans la BD, évidemment, il y a d'autres facettes que j'exploite pas. Des fois, j'arrive à gérer un peu mieux à m'orienter un peu mieux, mais pas tout le temps. Et dans la bande dessinée, ce sont des facettes qui me servent bien pour raconter l'humour que j'aime raconter, les histoires que j'aime raconter. Donc ces facettes-là sont mises en avant. Mais je connaissais quand même pas grand-chose à ce conflit. Ouais. Je connais beaucoup mieux le Kivu, et puis parce que ça m'intéressait. Alors voilà, tout le monde ne connaît pas le Kivu, mais je connais un peu, moi. Vous êtes déjà installé en France, vous savez au moins que c'est un sujet très sensible, pour reprendre la langue de bois des journalistes. Oui. Et en parlant de langue de bois, j'étais au Canada, et je faisais des radios au Canada, et je parlais de la Palestine, et le gars me dit, en fait, il faut dire... alors, on ne peut pas publiquement dire Palestine au Canada. À la radio, il faut dire territoire palestinien. Ou territoire contesté. Il y a tout un truc là, donc on est dans le novlangue. Voilà. Territoire occupé, territoire palestinien. À France Culture, on peut dire Palestine. Alors justement, chacun peut le dire, mais il ne le dit pas d'une manière détendue. Alors que vous, ça l'est, on rigole, mais vraiment. Alors c'est là où on a fait tout de suite le parallèle avec Josako, mais sauf que j'ai vraiment l'impression que c'est encore plus facile de parler de ce conflit en tant qu'Américain qu'en tant qu'auteur établi en France. Comment vous avez... Je crois qu'il y avait ça aussi, bien sûr, parce que arrivant du Canada, je suis en Europe depuis longtemps, mais j'ai un regard qui
qui est très distancié malgré tout là-dessus. Et je me dis, voilà, parce que moi, j'ai pas été baigné dans la France de 39-45 et tout ça. Donc au Canada, moi, mon oncle a fait le débarquement et c'est tout. On n'a pas tout un environnement comme ça, après de l'après-guerre surtout, et la culpabilité. Il n'y a pas cette ambiance-là. Ce qui fait que voilà, j'arrive en Israël, je peux dire, moi, ça ne m'intéresse pas trop votre conflit, et ça choque les gens, mais il se trouve que c'est ça. Donc après, je le comprends et je me passionne pour ça et j'essaie de le raconter de façon subjective, mais la plus honnête possible. Je crois que c'est ça qui est essentiel. Très bien. Subjective, la plus honnête possible. ben Alors, oui. c'est la question que je voudrais vous poser, Guy Delisle. Vous qui avez vécu donc, à Jérusalem, là-bas et longtemps, est-ce que vous avez l'impression que les médias racontent le réel de ce pays, de ces pays, barrer les mentions inutiles, de cette région? Ou est-ce qu'il y a un effet de loupe qui obligés pour les médias qui vont se cristalliser sur un conflit, sur une guerre, sur une région, et la réalité de la vie au quotidien que vous racontez si bien dans Chronique de Jérusalem échappe aux journalistes, ou nous échappe à nous qui consommons les journaux? Oui, ça fait ça pour tous les endroits, en fait, parce qu'on était en Israël et il y avait l'attaque. Moi, je suis arrivé quelques semaines après qu'il y avait eu 2 attaques au tractopelle. C'était le début de ce genre de terrorisme et voilà, il y avait une ambiance un peu tendue, mais toute l'année il y avait comme ça chaque semaine des accros, des voitures qui rendraient sur des soldats palestiniennes, et après il y a eu surtout l'attaque plan durci sur Gaza quand on était juste avant Noël. Il y a eu ça comme gros conflit, et là on en parlait beaucoup. Nous on trouvait ça tout naturel parce que c'était au coin. Mais ce qui est drôle quand on est en Israël, c'est-à-dire que il se passe un événement comme ça et on en parle dans le monde entier. Quand on est je me rappelle qu'on était en Birmanie, nous il y avait toute une équipe de MSF qui travaillait chez les Rohingyas et qui nous disait mais c'est incroyable ce que vivent les Rohingyas, c'est des apatrides, les Indiens en veulent pas parce qu'ils sont fuis, les bouddhistes en veulent pas. Et ils nous disaient déjà, les bouddhistes ils sont pas toujours cool, hein. Il y en a qui sont assez virulents. Et nous on était là, ah bon, et ça fait 10 ans. Et là, voilà, ça a éclaté bien longtemps après, mais on n'en parlait pas. Alors que quand on est en Israël, il arrive un tout petit truc, on en parle, c'est partout. Et ça, c'est très satisfaisant, parce qu'on dit, oui, on est là, c'est important, et tout le monde en parle. Donc il y a un effet de loupe, et c'est étonnant, on en parle. Par contre, ce qui était fascinant, c'était de voir comment les Israéliens étaient virulents. Alors, les journaux israéliens se traitent de fascistes, de Hitler, mais entre eux, comme on n'oserait jamais le faire. Et c'était assez fascinant de voir ça. Ouais. Il y avait un auteur israélien qui avait relevé dans les journaux le mot Hitler chaque jour. Chaque jour, il l'avait relevé dans la presse et il dit en fait Hitler a gagné la guerre parce qu'on parle plus de lui que de nous, juifs israéliens. Enfin, il y avait tout un truc un peu à l'israélienne là. Et c'était assez fascinant, mais de voir comment eux se tirent dessus, on ne peut pas faire ça en Europe, c'est pas possible. Et ça, c'était fascinant à voir. Alors, pour reprendre une dernière fois cette comparaison avec Josako, Josako lui dit on ne peut pas. J'aurais aimé ne pas prendre position dans le conflit israélo-palestinien, mais quand on est sur place, on ne peut pas. Est-ce que vous avez été affronté à ce même dilemme? Il y a un peu ça. Josako, lui, il est journaliste, il va là-bas, il sait très bien de quoi il va parler, et puis, bon, il a déjà un angle d'attaque très clair dès le début. Moi, j'y vais en me disant, déjà, je ne connais pas trop le conflit, je vais essayer de le comprendre, et ça va assez vite, parce que moi, c'est forcément subjectif, parce que j'étais avec des gens de Médecins sans frontières, qui sont pas vraiment des gens de droite. Donc, forcément, on était dans l'humanitaire, donc c'est forcément beaucoup des gens de gauche. Et on était dans le quartier arabe, parce que tous les humanitaires, tous les ONG, le CICR et compagnie, ils sont tous dans la partie... Est de Jérusalem. Voilà, qui est très différente du reste. En fait, moi, si j'avais été à Tel Aviv, ça aurait été un livre complètement différent. À Tel Aviv, ça aurait été « ouais, yes !» Mais là, Jérusalem, le dimanche, c'est Shabbat, il n'y a personne dans la rue, c'est fini. Et on était dans la partie arabe, qui,
quand tout à coup il y a des grandes manifestations juives, on ferme la partie arabe. La ville est tout à coup fermée. Les voitures ne peuvent pas sortir de Jérusalem-Est parce que ça pourrait être dangereux. Du coup, c'est fermé. La rue est fermée. Bon, d'accord, on va rentrer à la maison alors. Donc il y avait tout ce genre d'aberration dans la partie arabe. Et forcément, c'est aussi très subjectif parce qu'en étant du côté arabe, c'était assez fascinant. On voyait comment déjà la partie arabe était laissée à l'abandon par les services sanitaires. Enfin, ils ramassent pas les poubelles dans la partie arabe parce que, je sais pas, ils ont peur ou ils veulent pas, et du coup, les gens le gèrent eux-mêmes, ils les brûlent, donc on se respire du plastique à l'année longue, c'est absolument dégueulasse. Et déjà, il y a ça. Donc on voit ça, on en témoigne, et forcément, c'est déjà subjectif. Donc pour revenir à Jussako, lui est un journaliste, il va là-bas, il travaille avec ses outils qui sont vraiment... il connaît le conflit très bien, lui, quand il arrive là-bas. Moi, pas du tout. Et il écrit aussi merveilleusement bien, et il travaille sur le sujet qu'il a choisi. Moi, je suis là vraiment les mains dans les poches avec ma poussette, et je regarde les poubelles et je me dis c'est pourquoi ils crament les poubelles dans la rue, et après on m'explique et je commence à comprendre, et ça va, et c'est ce que j'aime, c'est à partir du petit quotidien montrer que ça a des implications sur plein de choses et que ça va vite dans les problèmes là-bas sociaux, les problèmes politiques, et ça va très très vite. La première journée, moi, il fallait que j'achète des couches pour ma fille, et on était passé devant un grand centre d'achat, et donc on nous accueille, voilà. Donc je dis, moi, avant que ça ferme, je voudrais que j'aille chercher les couches. Elle me dit, ouais, mais là, ça c'est une colonie, et nous, comme on est normalement neutre en tant qu'ONG, on n'essaie de pas aller acheter dans les colonies. Et il faut aller là-bas, sauf que là-bas, c'était fermé. Et là, moi, il me fallait vraiment des couches. Donc, c'était marrant, parce que dès la première journée, c'était, voilà, on ne peut pas aller là, parce que ça... Et tout ça est très, très vite politique, alors qu'on veut juste acheter des couches. Donc, c'était fascinant comme première journée. Et à partir de ça... Moi, j'aime bien mélanger la petite vie quotidienne avec l'implication que ça a dans le reste de la ville, dans l'histoire, et puis après, en profiter pour expliquer un peu ce conflit. Ouais. Et quand on explique ce conflit, on n'est pas assailli par des gens qui vous demandent alors de quel côté vous vous situez, qui a tort, qui a raison, qui sont les victimes, qui sont on aime bien, les méchants. On aimerait bien pouvoir résumer les choses comme ça, mais moi, ce qui me fascine, c'est les gens me disent, ouais, mais vous êtes pro un ou pro l'autre. Voilà. Mais on est obligé d'être soit si on est pro-palestinien, on est forcément contre les Israéliens. Je vois pas pourquoi. Moi, j'ai rencontré des Israéliens qui étaient vraiment sympas, d'autres qui étaient vraiment des têtes de cons, mais dans les Palestiniens aussi. Et après, dans ce qu'ils font, dans les actes qu'ils font politiquement, d'un côté ou de l'autre, il y a à redire de chacun. Mais entre tout ça, au-delà de ça, quand on va dans les territoires palestiniens et qu'on revient de l'autre côté, on se dit quand même qu'il y a une population qui vit une situation qui est quand même très injuste. Personne ne peut aller là et revenir avec une autre conclusion, c'est impossible. Et vis-à-vis de l'édition de ce livre, est-ce que l'éditeur vous a demandé, pour éviter des problèmes, des débordements, une mauvaise compréhension, d'éviter une expression non ? Non, parce que je suis assez soft. Hein, moi, je vais pas. J'aurais pu charger beaucoup plus d'un côté et de l'autre aussi, hein, mais j'ai pas envie de parler que de trucs négatifs qu'on a vus. Voilà, moi je me suis pas censuré du tout, j'ai vraiment mis les trucs que j'avais envie de mettre, mais moi je cours pas non plus après le scoop et après la bombe qui explose ou la maison qui se fait détruire, parce que quand on est là-bas, on peut recevoir des SMS quand il y a des destructions de maisons palestiniennes avec des tracteurs, des gros tracteurs de l'armée, c'est archi impressionnant. Je les ai vus de loin, mais je les ai jamais vus en train de détruire une maison, mais on peut avoir des SMS et courir voir se faire détruire. Tout ça paraît fascinant, mais à un moment, d'aller voir des maisons de gens en pleurs qui se font, pour des bonnes ou mauvaises raisons, je ne juge pas ça, hein, mais de se faire détruire leur maison, moi ça me crève le cœur, et franchement, j'avais pas envie d'y aller. C'est là où je me sens pas journaliste, parce que quelqu'un qui est journaliste, il a envie de témoigner, il a envie de montrer ça. Mais moi, je me dis non, ça, j'ai pas envie de le voir. Je sais pas, je peux le raconter. Enfin non, je racontais ce que je voyais, mais je vais pas au-delà de ce genre de truc. Et comment on se force à ne pas aller jusqu'à ce genre de truc, comme vous dites, Guy Delisle ? Je sais pas, c'est timidité, ou pareil quand il y avait Gaza et il y avait des F-16 qui lançaient des bombes au-dessus de Gaza, donc qui est quand même un endroit, il faut le rappeler, qui est fermé, les gens ne peuvent pas sortir de là, donc on se balade dessus, on tire des bombes, voilà, avec aussi précise que ça peut être, voilà, c'est quand même des bombes qui tombent sur des maisons, et il y a une petite butte où les journalistes vont
vont avec des grands téléobjectifs pour pouvoir filmer ce qui se passe là-bas et le retransmettre. Un journaliste me dit, tiens, t'as envie de venir, on y va demain soir, parce que là, c'était tous les soirs. Donc, au début, je me dis, oui, super excitant, je pourrais en parler dans ma BD. Mais quand est venu le moment, je lui ai dit, en fait, ouais, non, ça me dit pas, je me sens pas, j'aime pas me sentir comme un voyeur. Et là, regarder des maisons se faire exploser par des F-16, aussi spectaculaire que ça peut être, franchement, j'avais pas trop envie. Moi, ma compagne travaillait là-bas, pas à ce moment-là, mais elle avait plein d'amis, plein de gens qui étaient là-bas, et je me disais de voir des gens se faire... voilà, ce côté voyeurisme, j'y arrive pas. C'est peut-être très canadien, je sais pas. Et le côté, la vie de tous les jours peut être très agréable, peut être très drôle, même dans un champ de bataille, même dans une guerre, même dans une région difficile. C'est un travail ou c'est un état d'esprit, Guy Delisle? C'est un travail d'observation. On peut même se balader à Mérin et trouver plein de choses à raconter, parce que c'est l'exercice qu'on a fait avec les étudiants quand j'étais ici. Qu'on peut voir d'ailleurs. Oui, qui est exposé là-bas. Et c'est ce que je disais aux étudiants, c'est évidemment quand on est dans un contexte exotique, là, on observe plein de nouveaux trucs, donc c'est fascinant. Moi, quand je suis arrivé en France, il y avait plein de trucs que j'observais que je vois plus maintenant, parce que j'ai plus ce décalage culturel. Après 25-30 ans en France, je fais partie complètement des meubles, et je vois plus cette différence. Donc quand je vais me balader, je vois, ah tiens, ici, ils font pas comme ça. Et ça me fascine. J'aime bien le raconter, le noter. Et des fois, ça a des implications qui vont au-delà de la petite observation, parce que alors, je me rappelle à Jérusalem, pour rester sur cette ville, je vais au garage chercher ma voiture. Donc des fois, je dis aux gens, je parle dans mes bandes dessinées, des fois de mes problèmes avec les enfants, de problèmes avec ma bagnole. C'est pas très journalistique, mais en même temps, il me souvient que quand je parle de ma voiture, je change la vitre qui avait été cassée parce qu'on m'a piqué l'autoradio, qui marchait pas. Et le garagiste arabe, parce que c'est que cette espèce de montagne de garage avec des pièces détachées, il me dit, vous voulez une vitre en plastique ou en vitre? Donc je dis, pourquoi je prendrais une vitre en plastique? Il dit, parce que les colons qui viennent réparer leur bagnole ici, donc, première info intéressante. Donc, les colons juifs venaient dans les quartiers arabes, parce que c'était moins cher, se faire réparer leur bagnole. Je trouve ça passionnant. Et en plus, ils prennent, eux, des vitres en plastique, parce qu'ils se font balancer des cailloux, et le plastique, ça casse pas. Et donc, du coup, je me dis, voilà, ça, je trouve ça archi exotique, beaucoup plus que n'importe quelle pyramide. C'est passionnant, c'est exotique, et vous le mettez dans le livre parce que ce n'est pas raconté ailleurs. Oui, ou ça raconte d'une autre manière ce qui se passe pendant le conflit. Voilà. Pendant le conflit, la vie continue, et voilà comment elle continue. Voilà, et les implications un peu curieuses, un peu rigolotes qu'on peut voir de ça. Voilà, ces colons qui viennent se faire mettre des vitres en plastique pour éviter que ça casse quand ils se font balancer des cailloux. Et ça parle aussi un peu de leur situation. Ils vont dans des colonies et des fois, ils se font tirer des cailloux dessus. C'est pas sympa. Mais on se demande aussi pourquoi ils vont dans ces colonies. Comment ça a été? Alors, il y avait quand même un Français. Ouais. Moi, j'ai rencontré les gens qui étaient au consulat français. Et là, quelle mine d'information, ces gars-là. Il faut pas les nommer, parce qu'ils aiment pas ça. Mais il me dit, la semaine dernière, il y a quand même un gars qui vient, donc qui est en France, qui dit, oh, la France, moi, j'en peux plus, il y a des Arabes partout, ça me dégoûte. Et ce gars-là, il s'est installé où? Dans une colonie, mais entouré par des milliers d'Arabes. Et ça, je ne l'ai pas mis dans le livre, mais je me disais, my God. Comment ça a été reçu, Chronique de Jérusalem, par les belligérants du fameux conflit En fait, assez bien. Moi, j'ai eu des amis qui étaient là-bas. J'ai rencontré Kishka, qui est un caricaturiste, qui a adoré le livre et qui en a parlé sur son blog. Et ça m'a fait vraiment chaud au cœur, parce que lui, il est là-bas, il est à Jérusalem. C'est pas comme des lettres que j'ai eues d'une juive de Lyon, parce que elle me dit, j'ai reçu quelques volets de bois vert, pas beaucoup, j'ai eu tellement d'éloges sur ce livre que ça se noie dans la masse. Mais les quelques-uns que j'ai eus, c'est drôle parce qu'elle me dit, je suis une juive de droite. Voilà. Donc elle était de Lyon et elle dit, ouais, mais Jérusalem, mais ça me touche pas trop parce qu'elle vit pas à Jérusalem. Elle en a une vision, comme beaucoup, complètement fantasmée de cette ville. Elle y va en pèlerinage et puis elle fait juste constater les choses qu'elle a envie de constater, puis elle rentre chez elle et c'est tout. Mais quand on y vit, comme Kishka ou d'autres gens qui étaient là-bas, qui m'ont invité parce qu'ils font un festival de BD
à présenter le livre là-bas. Bon, j'ai pas pu, mais ça m'aurait fait plaisir d'y aller. Ça m'a fait plaisir. Après, j'ai eu le Canadian Jewish Review qui a fait un article dessus, et c'était marrant parce que c'est un Canadien. Et pareil, lui, Jérusalem, il trouve que c'est une ville de tarés. Et je trouvais ça très curieux. Je parlais avec lui, il me dit oh là, mais je suis allé encore cet été, j'en reviens pas, c'est fou cette ville, mais dans un sens fou, complètement barré. Et quand j'étais aux États-Unis, beaucoup de juifs de gauche qui sont venus, qui ont beaucoup aimé l'album, parce que là-bas, il y en a vraiment plein. Et il y a tout un mouvement de gauche. Et moi, ça m'étonne, parce que j'en croise des tonnes, et on se dit, mais comment c'est qu'ils ne sont pas plus représentés? Parce que des juifs de gauche, on dirait qu'il n'y a que Netanyahou là-bas. Il n'y a pas, avant, il y avait le mouvement de la paix il est exempt complètement, et je sais pas, il n'y a pas de gauche forte là-bas, digne de ce nom. C'est malheureux, je trouve qu'il y en a plein partout, il devrait se former. Ça viendra, j'espère. Et le comble, c'est que je vais vous poser cette question, puisqu'on ne peut plus la poser à des hommes politiques. Comment vous voyez la solution à ce conflit, M. Guy Delisle? Alors, je vais prendre une gorgée. Franchement, quand on était là-bas, qu'on est parti, il y a eu Barack Obama a été élu et il venait de faire le discours du Caire. Le discours du Caire. Et là, l'espoir était permis. On se disait, ouais, là c'est possible, parce qu'avant on avait Bush et là c'était pas possible. Donc le temps passe. Il a quand même bien essayé. Et son émissaire qui était là-bas a fait des voyages. Et moi, j'y tire mon chapeau. Comment il s'appelait et ça n'a pas marché. Il s'est retrouvé devant un mur et ça n'a pas bougé. Et là, moi, je me dis que là, l'État, la two-state solution, elle n'est pas possible. Physiquement, quand on s'y balade là-bas, il n'y en a plus de deux États. Il n'y en a plus qu'un qui imbrique l'autre. Et c'est ce que disaient les soldats de Breaking the Silence. Ils disaient on n'y croit plus, la two-state solution. Il y en aura un et il faudra qu'on intègre les Palestiniens dedans, c'est tout. Ouais, moi je crois qu'ils en sont à ça. Et aujourd'hui, avec... C'est l'idée qui est en train de prendre beaucoup d'importance et du coup le combat qui pourrait se transformer en comment intégrer les Palestiniens, pour ne pas utiliser l'autre formule qui, elle, est très marquée politiquement, c'est-à-dire comment combattre l'apartheid, pour reprendre une expression qu'on entend maintenant. Qu'on entend, là-bas ils le disent tout le temps. Alors qu'en Europe, on n'ose jamais le dire, mais c'est fou dans les journaux. Et vous alors, vous qui êtes canadien, vous pouvez peut-être... C'est un peu chaud, apartheid, c'est quand même dur. Mais si, évidemment, ils intègrent les musulmans et ils en font un système à l'apartheid, ça ne marchera pas, ça ne pourra pas passer. En fait, ça ne sera pas viable au niveau mondial. En fait, tout le monde va leur tomber dessus, c'est juste pas possible. Et il faudrait que Margouti sorte de prison, le Palestinien, et qu'ils essaient de trouver un arrangement avec lui. Je sais pas. Et là, avec Trump, bon, là, c'est la foire. Donc, c'est impossible de voir comment ça va se développer. En tout cas, c'est pas dans le bon sens, ça, c'est sûr. Est-ce qu'à un moment, que ce soit, on ne va pas parler seulement de Jérusalem, mais aussi de Pyongyang, de la Chine, la Birmanie, est-ce qu'à un certain moment, vous étiez confronté à une situation qui vous mettait en danger, Guy Delisle? Non, parce qu'on va dans des endroits en Corée du Nord. Moi, je représentais le client, donc je faisais partie du contrat. Il n'y a rien qui pouvait m'arriver. Puis c'est une ville il y a aucun danger là-bas. En Chine, c'était autre chose. Là, c'est touristique, mais après, quand j'étais en Birmanie, non, Médecins sans frontières n'envoie pas des familles là où c'est dangereux. Ils ne feraient jamais ça. On est en capitale. Les missions qui sont sur le terrain peuvent être un peu plus dangereuses, mais il n'y a jamais eu, nous, de problème quand on était... on a aussi été en Éthiopie une année, et on n'a jamais été dans une situation de danger. Non. Même à Jérusalem, et ils sont très rapides à rapatrier tout le monde quand il y a un truc qui peut se passer. Hein. Tout ça pour arriver à votre... bande dessinée S'enfuir. Cette fois-ci, vous racontez l'histoire d'un humanitaire de MSF qui a été otage en Tchétchénie, Christophe André. Pourquoi vous avez choisi d'ailleurs ce sujet? Parce que du coup, c'est un sujet engagé, là, Guy Delisle. Oui,
C'est parce que j'ai rencontré. Moi, j'ai lu l'histoire de Christophe dans le journal et j'ai dit waouh, quelqu'un qui s'échappe. En fait, c'est extraordinaire. Ça m'a toujours un peu fasciné les kidnappings et quelqu'un qui arrive à sortir lui-même de là. Je me disais waouh, quel incroyable final. Et il le disait lui-même. Il disait en sortant de. Il y avait eu une petite entrevue à la télé. Il dit je me sens comme le joueur de foot qui a marqué le dernier but et qui a gagné la partie. Donc, de cette histoire, c'était fabuleux parce qu'on voyait qu'il était plus fort qu'avant et que ça avait été presque une expérience positive pour lui. Et après, j'ai eu la chance de le croiser parce que je vais voir des copains à MSF. Il me dit tiens, il y a Christophe André qui va venir manger avec nous. Moi, je me dis bon, il a peut-être pas trop envie de parler d'une expérience traumatisante comme un kidnapping. Mais après, c'est ce qu'il m'expliquait. Il dit, en fait, de traumatisme, il dit, la meilleure thérapie, c'est de s'échapper. Et c'est ce que j'ai fait. Donc après, moi, je me sens plus fort qu'eux. Et il se sentait très bien. 6 mois après, il est allé retravailler pour MSF. Et c'était presque oublié, cette histoire, pour lui. Donc il en parlait très facilement. Il m'a déballé tout le contenu qu'il n'y avait pas dans l'article, parce qu'il ne s'était pas expliqué comment il s'était échappé. Et puis comment, au quotidien, on tient pendant 110 jours. Il n'avait pas de crayon, pas de papier, rien. Il était attaché là. Et comment ne vire-t-on pas fou? Donc ça me fascinait. Et c'est ce que je voulais creuser dans l'album, en fait. Parce qu'on parle souvent des kidnappings et on zappe tout. Et moi, j'aime bien travailler avec les petits détails, avec le quotidien. Donc là, j'ai juste transposé et je l'ai enregistré longuement. Et au lieu de travailler avec moi, avec mes petites opérations, mes petits détails, c'était ces observations que j'ai tout mis dans le livre. Et j'ai bien fait attention de lui envoyer les pages au fur et à mesure. Il les lisait et il me faisait quelques commentaires pour réajuster le tir. Mais je voulais vraiment être au plus près de son histoire. Et je voulais qu'on sente le temps passer parce que lui, il était là pendant... Au début, il se disait, je suis là pour pendant 3 jours. Et mercredi, je vais retourner, je vais finir mon budget et ça va être reparti. Et parce qu'il y avait eu une histoire qui s'était passée de la même façon avec des Italiens et ça avait duré 4 jours. Au bout de 3 jours, 1 semaine passe, 2 semaines passent, et il me dit, tu commences à fonctionner en termes de mois, et là, ton cerveau bloque, parce que tu ne peux pas fonctionner en termes de mois, te voir projeter jusqu'après Noël. Et il dit, c'est des systèmes qui se mettent en place, et ça me fascinait, ces systèmes de protection, et j'essayais de les montrer dans l'album, pas en les expliquant, mais simplement en les montrant. Et je voulais qu'on sente le temps passer, comme lui l'a senti, c'est-à-dire qu'à un moment, mais quand est-ce que je vais sortir de là? Il n'y a peut-être pas de fin. Comme il disait, c'est pire qu'un prisonnier, parce que le prisonnier, il est là, il sait pourquoi, mais il ne sait pas quand il va sortir. Il sait quand il va sortir, alors que lui, ça peut être... Et du coup, il commençait à penser aux Libanais, aux kidnappés de Libanais qui sont restés là 4, 5, 6 ans. Donc voilà, tout ça, je voulais le mettre dans l'album, je voulais que ça soit le plus immersif possible. C'est pour ça que ça a pris 400 pages, parce qu'on voulait qu'on sente le temps passer. Donc c'était un gros morceau. Et relever le défi de montrer l'enfermement, ça doit être la chose la moins évidente pour un dessinateur qui est habitué à voyager, à montrer des situations. Et là, c'est un voyage entre 4 murs, hein, parce que sur les 300 premières pages, il reste dans cette pièce. Ouais. Et il gamberge, et il y a des petits trucs qui se passent, mais il gamberge beaucoup. Il s'évade, parce qu'il faut passer le temps, il ne faut pas virer fou. Et lui, c'est un fanat d'histoire et d'histoire militaire, et il se refait des grandes batailles. Ça me fascinait quand il me racontait ça. Il se refaisait Austerlitz dans le détail, par le menu, les plaines d'Abraham, Gettysburg, toutes ces grandes batailles. Et c'est assez curieux pour un humanitaire, mais c'est son dada. Là, j'ai illustré ça dans l'album en détail aussi. Et voilà, Kaufman se faisait tout le Bordelais, lui qui était de cette région, et il passait le temps comme ça. Après, il a eu un livre, donc toutes les histoires de kidnapping sont assez différentes. Celle de Christophe, c'était linéaire, mais après, il entendait des bruits, et à un moment, c'est un enfant qui joue au ballon, qui ouvre la porte et qui le regarde. Donc ça, quand il me le racontait, moi j'avais des frissons, parce qu'il était enchaîné là comme une bête curieuse, et on allait le voir. Il était dans l'appart chez des gens, et on lui apportait à manger comme un chien. De temps en temps, quelqu'un venait, différent. C'était peut-être le week-end, les autres étaient partis, et donc il se faisait tout un film sur ce que chacun se disait entre eux. Ah, je m'en vais ce week-end, tu peux t'occuper du kidnappé. Oui, qu'est-ce qu'on lui donne? Donc voilà, il y a ce genre de moments un peu cocasses, parce que c'est comme ça qu'il me les racontait. Et voilà, quoi de pire que d'être
privé de sa liberté, moi, ça m'a toujours fasciné parce que c'est la base même des droits de l'humain. En France, voilà, c'est liberté, égalité, fraternité, mais un inclut l'autre. La fraternité n'existera pas s'il n'y a pas de liberté. Ça nous ramène un peu au conflit palestinien. Et la même chose, s'il n'y a pas la liberté, au début, à la base, il faut être libre. À partir de là, on peut être égaux, à partir de là, on peut fraterniser. Mais je trouve ça fascinant parce que moi, on m'attache 24 heures, je vire fou. Et là, comment dans sa tête on tient? Donc voilà, c'est un sujet qui m'a toujours fasciné. Et c'est un projet que j'ai traîné longtemps et je suis content. Alors, comment vous avez tenu? Parce que c'est vrai que pour les otages, nous, on a l'habitude, les images qu'on voit, ce sont ces vidéos envoyées par les ravisseurs, ou bien le moment de dénouement heureux quand il y a un dénouement heureux. Mais l'enfermement, y compris les réalisateurs se sont posés cette question, et très peu de films ont été faits sur l'enfermement, parce qu'on est dans la répétition. Vous avez réussi, Guy Delisle, avec les moyens du cinéma, en changeant d'angle, de point de vue, pour parler quand même de quelqu'un qui va être emprisonné dans une même chambre, dans un même espace. Ouais, je visionnais pas tout ça au complet. Au début, quand j'ai commencé l'album, j'avais ces enregistrements, je me suis dit, je vais tout mettre. Et régulièrement, j'appelais l'éditeur en disant « Ouais, je crois qu'on va dépasser les 300 pages. Ouais, je crois que ça va plutôt 330. Et après, ouais, ça va être plutôt 350. » Et voilà, ça a fini à 430. Et voilà, moi, je m'étais dit dès le départ, de toute façon, je vais être au plus près de ce qu'il a vécu et je ne vais pas sauter de détails qu'il m'a dit, parce que je les trouvais tous assez fascinants, en fait. À un moment, il entendait des coups de feu, il entendait les gens, ils s'entraînaient au tir peut-être plus loin, il y avait une fête. À un moment, on oubliait de le rattacher dans une pièce qui se fermait à clé, donc il a essayé, mais il ne pouvait pas sortir. Mais le fait de toucher un mur qu'il avait vu pendant des semaines et des semaines, et de pouvoir de façon libre se promener et toucher ce mur, espèce de bouffée de liberté, il racontait à l'intérieur d'un enfermement. Voilà, c'est des trucs que je voulais mettre en image, parce que ça, je le voyais bien. C'est très minimaliste, mais ça m'a jamais trop fait peur, parce que j'aime bien fonctionner avec des tout petites choses. Ah ben, j'ai pas l'impression que ce soit là, je t'ai servi. Ouais. Non, mais je pense que contrairement aux autres livres, ce livre, il y a eu une autre manière de découper l'histoire, de montrer un même décor de différentes manières, différents angles. J'ai l'impression qu'il n'y avait pas justement cette fluidité, cette simplicité qu'il y avait pour les autres livres sur Pyongyang, la Birmanie. Non, parce que dans celui-là, je voulais justement qu'on sente le temps passer. Et quand vous parlez de fluidité, c'était de tourner les pages et qu'on se sente pris, parce qu'il y a une lecture qui est assez rapide. Dans chaque page, il n'y a pas beaucoup de texte, mais que malgré qu'on tourne ces pages, on soit toujours dans la même pièce et qu'on en vire presque fou, quoi. Qu'on soit là à se dire, mais quand est-ce qu'on va sortir? Il est toujours là, il est toujours là, il est toujours là. Et voilà, et sachant qu'on a une grande brique dans les mains, on n'a pas fini. Donc ça, je le sentais, parce que voilà, j'ai fait des lectures de mangas, de trucs qui sont vraiment des fleuves. Et il y a cette force dans le livre qu'on peut trouver quand on tourne les pages. Donc je voulais que le lecteur ne puisse pas s'échapper aussi rapidement, même s'il a envie de lire plus vite. Donc il y avait ça. C'est pour ça que ça a un côté un peu plus fluide et plus gros. Donc je jouais avec ce format, avec cette taille-là aussi. Ouais. Et quand je parlais d'engagement, est-ce qu'on peut dire que vous avez fait quand même un livre pour rendre hommage à MSF, au moins au combat des anonymes d'MSF? Oui, parce que MSF, c'était le premier kidnappé. Médecins sans frontières, bien sûr. Ouais, c'est le premier kidnappé qu'il y a eu à Médecins sans frontières. Il a réussi à s'échapper, donc tout le monde était content. Et il y a eu d'autres kidnappés, il y en a toujours d'ailleurs, qui sont au Congo, qui c'est du staff local. Il y en a 3 qui sont kidnappés depuis des années maintenant. Donc c'est très très dur pour eux. Et eux, ils ont gardé vraiment une trace de ce premier kidnapping en gardant toutes les références, toutes les notes. Et maintenant, ils entraînent les gens à des situations comme ça avant qu'ils partent sur le terrain, où ils ont des comment dire, il y a 10 points qu'ils doivent se rappeler s'ils se font kidnapper, quoi faire. Le premier, c'est soyez certains, on vous cherche, donc ne doutez jamais. Et 2, essayez pas de vous échapper. Je crois que c'est le premier même, parce que c'est trop dangereux. Christophe, il était là, c'était la première fois que ça arrivait, et il s'est dit, il faut que je reprenne.
il essaie, mais il aurait pu se faire tirer dessus, il aurait pu en mourir. Donc c'est juste trop dangereux. MSF préfère que, voilà, on va parler avec eux, on va dialoguer avec eux, et on va essayer de te sortir, on va te sortir de là, peu importe, mais voilà, ne te doute pas. Donc c'est intégré maintenant dans ces grandes ONG. Moi, c'est MSF, j'en ai rencontré beaucoup, des gens qui travaillent à MSF, et de ces temps-ci, il y a, avec Oxfam, et puis je trouve assez triste qu'on traîne dans la boue des ONG assez rapidement quand même. Il y a une espèce de côté vengeance. Alors que moi, j'ai rencontré des médecins qui prennent des vacances pour travailler avec MSF et qui sont des gens, des fois, qui ont toujours envie de faire ça. C'est-à-dire qu'ils payent de leur poche pour venir travailler avec MSF parce que leurs vacances, ça leur coûte de l'argent. Des jeunes qui ont vraiment envie d'aider, mais de toutes sortes de profils. Il y a vraiment la plus grande partie des gens qui sont là sont vraiment des gens qui donnent de leur temps, de leur vie, en fait, pour aller aider des gens. Moi, j'ai beaucoup d'admiration par ça. Pour eux, et MSF est une bonne ONG. Moi, j'aime beaucoup MSF. C'est une ONG qui se pose des questions, qui se remet en question souvent, parce que quand on était en Birmanie, à un moment, ils ont dit « Stop, on ne reste pas en Birmanie, parce qu'on est manipulé par le gouvernement. On devait, nous, travailler sur les Karen. » Ils nous ont dit « Oui. » On arrive à avancer, mais on ne va jamais chez les Karen. En fait, on traite qui? On traite les Birmans, et le gouvernement est bien content qu'on traite les bons Birmans et pas les méchants Karen. Donc, à un moment, ils se sont dit, bon, ben là, force est de constater qu'on n'a pas atteint la population ciblée et on ne va pas rester parce qu'on fait le jeu du gouvernement. C'est très simple, parce que d'autres ONG ne se posent pas ce genre de questions. Et MSF le fait. Donc moi, j'aime bien MSF. Donc toutes les ONG ne sont pas pareilles pour vous, Guy Delisle, bien sûr. Ah, il y a des très très gros, des très très petits, des très très petits. Et il y en a qui ont... Au-delà de la taille, c'est-à-dire quand vous entendez un discours, quand vous allez en Afrique, en disant que les ONG, c'est le nouveau colonialisme, par exemple, est-ce que vous dites stop, il ne faut pas mettre tout le monde à cette enseigne, vous essayez de défendre le principe même des ONG, ou vous dites qu'il y a des ONG pourries comme d'autres qui sont bonnes? Oui, mais je ne mets pas tout dans le même panier. Ouais. Je ne suis pas spécialiste, mais ce que j'aime dans MSF, c'est qu'eux-mêmes se posent ces questions-là. Ils se disent forcément, quand on va quelque part, on change quelque chose. Et régulièrement, ils ont toute une équipe de gens qui réfléchissent là-dessus en disant est-ce qu'on doit rester ou pas partir. Et MSF est en fonds privés, ça fait toute la différence. C'est pas un gouvernement qui paye MSF pour aller là-bas et ils peuvent dire nous on reste pas. Alors que si on est payé par un gouvernement et c'est la seule rentrée d'argent qu'on a pour certaines ONG, ils se disent si on part, on n'a plus de budget, on n'existe plus, on a zéro. Donc est-ce qu'on va se poser des questions pour se dire on doit rester ou pas? Peut-être un peu moins. Donc il y a ça aussi, il y a une santé qui existe parce qu'ils sont très indépendants. Alors Guy Delisle, vous qui avez traversé tout ce beau monde, c'est-à-dire la Birmanie, la Chine, la Corée du Nord, Israël, Palestine, et vous avez développé donc cette idée d'un journalisme... non, c'est pas un journalisme, vous refusez ça, d'un témoignage subjectif de choses vues, de cette bande dessinée de reportages, ça vous acceptez. Quand vous arrivez dans un endroit... disons aussi neutre, aussi calme que Mérin, est-ce que toutes vos techniques peuvent servir pour raconter cet autre réel? Ah, tout à fait. C'est exactement la même méthode de travail, en fait, d'arriver à Mérin, de constater des choses différentes, de voir de parler du CERN, qui est là vraiment une approche qui sera un peu didactique pour certains aspects, même si ça a été traité par un étudiant de façon plutôt humoristique. Oui, il y a mille choses, parce qu'on nous a présenté Mérin. On nous a promené dans Mérin, on s'est baladé, on a posé plein de questions, on a rencontré des femmes qui travaillent à l'accueil d'immigrés pour les intégrer dans Mérin. Donc on a vu voilà aussi un cirque qui est installé au pied de grands immeubles HLM, donc c'est assez comique, donc ça attire l'œil. Donc là voilà, c'est le même fonctionnement, on se dit que fait un cirque au milieu de nulle part là. Et puis voilà, moi tous les jours que j'ai passé là-bas, à côté de l'aéroport, manger dans des petits boui-boui qui sont juste en face des pistes d'atterrissage. Donc c'est très cocasse. Et puis voilà, la vieille ville de Mérin. Donc voilà, 1000 trucs. Et c'est la même chose. Ça me fait pareil quand je suis à Genève aussi.
Genève est presque aussi exotique que Mérin. C'est-à-dire qu'on se dit, ah tiens, ici ça fonctionne comme ça, waouh, il y a ça. Et voilà, il y a des petits trucs qu'on relève et qu'on se dit ça, ben voilà, si j'ai un carnet, je le noterais. Après, si je pouvais, ça serait, voilà, c'est trop européen, mais si je vivais longtemps dans un coin, peu importe, hein, dans les villes où on peut toujours y travailler. Je pourrais faire la même chose là où je vis à Montpellier, parce que moi, dans le quartier où je suis, il y a toujours des trucs un peu cocasses. Le petit quotidien. Mais bon, je ne le fais pas parce que j'aurais dû le faire peut-être quand je suis arrivé plus tôt. Alors avant de passer la parole au public, sans doute des gens voudront vous poser des questions. Et puis ensuite, vous rendez juste à côté pour une séance de signature. Moi, je suis plutôt curieux de savoir comment vous avez encadré, je ne sais pas si c'est le mot juste, les étudiants de l'école supérieure de la bande dessinée. Quels conseils leur avez-vous prodigué, Guy Delisle? Comment vous êtes intervenu? Est-ce que c'est plutôt votre sens de la dérision, de l'humour, sur les dessins, sur les détails? Moi, j'aurais montré ma méthode de travail. Donc, c'était une triple invitation. Donc, il y avait le SBDI, l'École supérieure de la BD et de l'image, qui me faisait venir. On était accueillis par la ville de Mérin. Et après, ça se terminait ici, au FIFDH, pour être exposé. Donc, en étant là-bas à Mérin, on a d'abord dans la première semaine fait le tour et puis essayé de se trouver un sujet. Donc, quel sujet on prend? Moi, je laissais les étudiants assez libres et j'essayais de creuser un peu les sujets avec eux sur est-ce qu'on pourrait pas faire ça, est-ce qu'on pourrait pas faire ça. Entre-temps, tous les jours, je faisais des petits points avec eux sur ce sur quoi j'étais en train de travailler. Et je leur disais, la semaine dernière, je bossais là-dessus, je pensais à vous, parce que j'ai changé mon histoire. Là, je l'ai fait lire à quelqu'un qui m'a dit, tiens, ici, ça marche pas. Donc voilà, je leur apporte des éléments qui sont très concrets, parce que moi, j'étais en train de terminer le 4e volume du Guide du mauvais père. Et là, c'est humoristique, c'est drôle, mais il y a quand même un moment, une narration qui s'installe. Il faut bien la raconter. Si ça rit à la fin, on a bien travaillé. Si ça rigole pas, on a mal travaillé. Donc, je leur ai expliqué ça. Et après, dans la 2e semaine, on a fait un peu de la même façon. Et ils ont commencé leur narration à la dessiner. Et là, je suis intervenu un peu plus parce que là, c'est moi qui lisais leur projet. Alors, je disais, là, je ne suis pas sûr de comprendre pourquoi ça manque de fluidité ou cette information-là, on pourrait peut-être la mettre au début, ça serait plus pertinent parce qu'après, on va être plus dans l'histoire. Donc, etc. Chacun avait son approche que moi, j'ai gardée personnelle parce que c'est toute la richesse de faire de la bande dessinée. Et le reportage peut aller dans tellement de directions différentes qu'il y a des choses très poétiques, très évocatrices, très, très drôles, dans plein de variétés d'humour aussi. Il y a même de l'humour assez absurde. Donc ça me va très bien. On est dans le reportage, mais au sens très large. Et après, voilà, dans cette semaine-là aussi, je faisais des points sur la perspective, le dessin, comment ça s'approche, et puis surtout la narration. J'essayais en gros de mettre dans la position de moi, si étudiant, j'aurais eu un prof, qu'est-ce que j'aurais aimé qui me raconte. Voilà. Et ce qui est étonnant, quand on enseigne, enfin on le dit souvent, c'est toujours assez bateau, mais l'enseignement, on apprend des choses, et ça. Mais là, en fait, ça se produit aussi, parce qu'il y a un étudiant ou deux qui me proposait des trucs où je disais, il me semble que je trouvais que c'était une mauvaise idée. J'ai dit là, on va pas comprendre pourquoi et ça. Et il dit non, moi je sens que c'est. Et en fait, là, j'ai lu le résultat et ça marche. Donc du coup, je dis tiens, en fait, la narration qu'il avait choisie fonctionnait et il avait raison de la garder. Donc ça, c'était assez passionnant. Parce et que pourquoi du coup, vous avez tiqué pour avoir un exemple bien précis? On était parti sur une autre forme de narration et il l'a très très simplifié. On n'était plus dans explication, et à la fin tout s'expliquait. Et je trouvais ça curieux, mais ce qu'il présente est un humour un peu décalé. Et à la fin, bam, on comprend tout le reste et ça marche bien. Donc voilà, j'ai appris des petits trucs. Merci Guy Delisle. Quoi? Est-ce que vous avez des questions à poser à Guy Delisle? Mademoiselle, qui a été la première à lever sa main. Allez, c'est à vous. Est-ce qu'il y a un micro pour... Oui, il va arriver tout de suite. Ce que vous voyez derrière vous, c'est des croquis que j'ai faits quand j'étais à Jérusalem. Comme là, on n'avait que le choix d'avoir des images qui tournaient. J'en ai fait à peu près 300 quand j'étais là-bas, que j'ai tout scanné. Et c'est des tout petits carnets comme ça, Moleskine, avec feutre. Et je dessine directement. Je ne fais pas de croquis préparatoires. Et c'est ça qui tourne que vous voyez depuis le début.
Bonjour. Bonjour. Déjà, je voulais vous remercier de cette rencontre parce que c'est plein de spontanéité, de franchise, donc c'est extrêmement agréable de vous rencontrer. Je suis une grande fan de votre travail et j'étais intriguée par le fait que votre force dans votre travail, c'est de retranscrire des atmosphères. Je trouve que c'est très très prenant. Et dans S'enfuir, je me suis demandé comment est-ce que vous arriviez à retransmettre ça de façon aussi fidèle, si c'était parce que on vous avait décrit avec précision vraiment toute cette pièce, ou même quand il est enfermé dans le placard, enfin des choses comme ça, ou si s'il y a une part d'imagination. Ah non. C'est la peur de dire ça aurait pu m'arriver, moi qui me balade souvent dans ces endroits. Non, je me suis jamais senti menacé comme ça. Mais le kidnapping, c'est ça qui est fascinant aussi, c'est que ça peut arriver à n'importe qui si on voyage dans plein d'endroits. Si on est vraiment au mauvais moment, au mauvais temps, au mauvais endroit, on peut être kidnappé. En fait, non, là, dans S'enfuir, je voulais vraiment coller le plus possible à la réalité. C'est pour ça que Christophe lisait les pages et il me faisait des retours dessus. Et quand je l'avais vu, il m'a fait des petits croquis de la pièce où il était. Et il faisait des retours qui étaient assez longs. C'est-à-dire que des fois, il peut passer 2 semaines avant de me faire des retours. Et à un moment, j'ai fait tout le début, et il me dit « Ah ouais, mais dans cette pièce-là, en fait, il y avait des meubles. » Donc, alors que j'y avais déjà envoyé pas mal de pages, et je dis « Ah merde, elle fait... merci. » Et donc, ça fonctionnait comme ça. Il était assez lent. Mais moi, non, il n'y a rien. Et là, c'était vraiment de rester le plus près de son histoire, parce qu'elle me fascinait tellement que le dessin était secondaire. C'est-à-dire que son histoire, quand lui la raconte, en gros, on aurait pu l'enregistrer et ça aurait fait quelque chose de passionnant. Donc, en gros, la bande dessinée, c'était vraiment de ne pas faire des dessins très spectaculaires, que ce soit presque au second plan, et que le texte et le rythme, voilà, tiennent en haleine le lecteur. Mais en gros, c'est ça. Et je me rappelle qu'il m'avait fait un retour sur le mariage. Non, au début, il s'inquiète, c'est ça. Et il se dit, ah, ça y est, ça va venir jusqu'à mes parents, parce que MSF va appeler mon père, qui va appeler ma sœur, et tout le monde va s'inquiéter pour rien, parce que d'ici 2-3 jours, comme je disais, il pensait, je vais sortir d'ici. Sauf qu'il me dit, ah, mais j'ai 2 sœurs. Donc, ben, pas de problème, on change le texte, on change 2 sœurs. Il le relit souvent, je le relis souvent, c'est imprimé, on reçoit toutes les copies, et il me dit, ah, mais j'ai aussi un frère. Et je te jure. Et là, évidemment, je suis obligé de prendre sur moi et de dire, ah, mais j'ai dû oublier de le mettre, mais je suis persuadé qu'il ne m'a jamais dit qu'il avait un frère. Et donc, il y a eu une réimpression, et là, voilà, et il dit, ah, mon frère est fâché. Il fait, bon, si je fasse moi. Et on a changé le truc, et puis voilà, j'ai fait une jolie dédicace, et en fait, il n'était pas fâché, mais donc voilà, il m'avait fait ce coup-là, c'était assez bizarre. Est-ce qu'il y a une autre question? Je regarde. Monsieur? Bonjour, merci. Je suis aussi un grand fan de votre travail. Je voulais savoir, quand vous faites des croquis in situ, c'est-à-dire sur site, est-ce que vous arrivez parfois à créer une interaction avec des passants ou, par exemple, quand vous dessinez le mur de Jérusalem, est-ce que les gens s'étonnent de vous voir faire des croquis de ce type dans des endroits incongrus? Non, c'était surtout les soldats qui sont venus me voir. Parce qu'il y a 2 fois dans l'album, c'est arrivé 2 fois quand j'étais là-bas. Il y a toujours des interactions et c'est assez chouette. Au début, ça m'intimidait beaucoup quand on me regardait dessiner, mais à force, ça va parce que c'est un échange. Et donc une fois, je dessinais près du mur. Bon, il y avait une affiche rouge, mais c'est écrit en hébreu, donc j'y vais avec ma voiture et je me mets à dessiner. Et 2 minutes après, il y a un militaire Jeep qui arrive et qui me dit qu'est-ce que tu fais là? Je dis je dessine. Tu dessines quoi? Le mur? What the fuck? Et en fait, il me dit oh, tu peux pas rester là, il faut partir. Et voilà, je l'ai mis dans ma BD parce que je commençais à faire le croquis qui était bien parti. Donc c'est dommage. Et c'est arrivé une deuxième fois comme ça. Mais ce qui arrive souvent quand on dessine, c'est que c'est un regard bienveillant sur les choses, contrairement à la photo qui peut être assez mal pris. On arrive à un endroit, on prend une photo et les gens, on vole un peu une partie
partie de d'eux, ou si c'est un portrait surtout. Mais alors que le dessin, c'est pas ça. Le dessin, on passe un moment avec eux et on montre à quel point il y a un respect de l'endroit. Et on dessine. Moi, j'étais à Naplouse. On m'avait dit, on va pas au marché de Naplouse, parce que des fois c'est un peu chaud. Et j'y vais, mais c'était le matin, c'était pas chaud du tout. Et en fait, je dessine et il y a un gros moustachu qui me regarde. Mais j'imaginais très bien ce que c'était, parce qu'à force d'être là-bas, je me doutais, il y a un deuxième gars qui vient, et en fait, ils aiment le dessin, ils ont envie de voir, et je leur passe mon carnet, et tout ça se termine à boire du thé avec eux, et ils m'écrivent en arabe le nom de la mosquée qui est là, parce que c'est très joli. Et puis dans mon livre, comme ça, il y a eu quelques rencontres avec des gens, et je leur demande de m'écrire un petit truc sur le côté, et c'est assez chouette. Des fois, c'est des enfants qui viennent et qui disent « Ah non, là, c'est mal fait et tout. » Là, il y a 3 fenêtres. Alors, vous leur expliquez que c'est pas un dessin réaliste? Oui, c'est ça un peu. Il n'y a pas 2 fenêtres, il y en a 3. Ah, mais lâche-moi. Et donc... mais c'est toujours des chouettes rencontres, le dessin. Et c'est ce que je disais aux étudiants, parce qu'on a fait un tout petit peu de croquis. Mais quand il neige et il pleut, c'est quand même un peu moins évitant. Et voilà, quand on dessine, on se retrouve souvent à être invité, surtout dans les pays arabes, parce que là-bas, ils nous invitent tout le temps. Moi, je dessinais, boire du thé. J'aurais pu passer ma journée à aller boire du thé avec les gens là-bas. Voilà, c'est la tradition et c'est très vivant là-bas. Et ça fait plaisir, parce qu'on a toujours une image comme ça, très dure, mais en fait, on se retrouve chez des gens. Moi, on est allé dans un camp où on m'avait dit c'est dangereux. Les gens par la fenêtre nous invitaient à venir boire le thé chez eux constamment. Donc, dans ces pays-là, c'est comme ça. J'avais rencontré un Danois qui était en vélo, qu'on avait ramassé. Il était vraiment essoufflé, il était quasiment dans le désert. Et il était parti du Danemark et il était allé à partir de la Turquie. Il me dit, je me suis débarrassé de ma tente, de mon truc pour chauffer, pour faire à manger. Il dit, parce qu'en fait, les gens m'invitent tout le temps à manger, à dormir, j'ai vraiment plus de besoin de tente. Il a fait la Syrie à l'époque, et là, il a arrêté par la Palestine. Et moi, c'est vraiment sympa. J'aurais aimé parler de son histoire, mais ça aurait été un peu trop lent dans une bande dessinée qui faisait 300 pages déjà. Comment vous gérez, on va vous repasser le micro, l'humour, Guy Delisle, parce que finalement, le guide du mauvais père, c'est aussi du réel, c'est ce que vous vivez dans votre intimité, mais avec un peu plus d'humour. Est-ce que l'humour, vous l'utilisez comme un moteur de voiture? C'est-à-dire, vous pouvez passer la première, la deuxième, la troisième? Je ne saurais pas raconter autrement. Ça vient comme ça, et des fois je le travaille beaucoup, parce que des fois l'histoire tombe mal, je le reprends, je le refais, je le reviens. Donc c'est un travail d'écriture. Et après, quand je le dessine, l'écriture était bonne, mais avec le dessin ça marche pas, donc il faut que je revoie. Et des fois ça marche tout simplement pas parce que c'est pas drôle. Et donc c'est tout un travail qui fait que des fois on a l'impression que des fois ça tombe direct, des fois ça va bien, mais après, moi, j'aime bien quand à la fin, dans un livre, surtout les livres de reportage, moi, dans un film ou dans un livre ou un documentaire, quand je m'amuse et j'apprends 2-3 trucs, habituellement, j'ai l'impression de ne pas avoir perdu mon temps, et j'aime bien le livre. Et comme j'ai toujours l'impression d'emmerder les gens, c'est pour ça que je parle vite. Alors que, normalement, je dessine tranquillement chez moi, je ne parle pas autant que ça. Et c'est ça que j'aime dans la bande dessinée, c'est que c'est très concentré. C'est-à-dire que on peut en quelques pages raconter l'esplanade des mosquées. Moi, quand j'étais là-bas, j'étais à Jérusalem, je me dis pourquoi on parle que d'Ariel Sharon qui a mis le feu aux poudres, et l'esplanade des mosquées, c'est malheureusement vu comme le début de la deuxième intifada. C'est d'abord un très bel endroit, et quand on est sur cette esplanade, on se dit waouh, il y a un appel vers le haut quelque part. Donc c'est très beau. Et j'ai essayé de le dessiner, mais bon, le dessin, avant d'avoir un appel vers le haut avec un dessin dans une BD, mais du coup je raconte ce qu'elle est historiquement, ça prend 1 page et demie. Et c'est ça qui est fort dans la BD. C'est que c'est toujours concentré, et on peut toujours résumer plus rapidement, soit par un texte, soit par un dessin, ou par un dialogue, ou par une voix off. Et on a comme ça toute une espèce de couteau suisse d'outils de narration qu'on utilise à gauche à droite. Je voulais le placer, celui-là, absolument. et donc voilà, c'est pour ça que pour moi c'est un outil qui est très très riche, qui est très très fort. Et c'est pas étonnant de voir aujourd'hui à quel point c'est pris par la vulgarisation scientifique, parce qu'il y a cette collection Lombard de la Bibliothèque des Savoirs, ouais, qui mélange des scientifiques et des dessinateurs. Il y a le succès de Marion Montaigne aussi. Oui, qui fait ça merveilleusement bien. Et ça marche très très bien.
bien. Donc, la bande dessinée a ça comme force, c'est d'être très pédagogique. Et aujourd'hui, je suis ravi parce qu'il y a beaucoup de profs qui utilisent mes bandes dessinées dans des cours d'histoire géo pour soit le bouddhisme avec la Birmanie ou le conflit en Israël avec Chronique de Jérusalem. Et voilà, la bande dessinée, moi, à mon âge, ça rentrait pas dans les écoles et maintenant, ça va dans les collèges et dans les lycées. Voilà, j'en retire une petite fierté. Et la grande fierté, c'est quand Jean Echenoz vous appelle pour dire qu'il a adoré votre bande dessinée sur Pyongyang. Voilà, ça c'est ce qui va se passer pour moi le mois de mai, si j'ai bien compris. Dernière semaine de mai. Dernière semaine de mai. À Marseille, au Les Beaux Jours. Mais racontez-nous comment Jean Echenoz vous a contacté, comment vous êtes rentré en contact avec Jean Echenoz autour de Pyongyang. Voilà, parce qu'on me demande un questionnaire sur ce que j'aime, ce que je fais, une espèce de 10 questions. Le dernier livre que vous avez lu, je venais de lire le dernier livre de Jean Echenoz, que j'aime beaucoup, et qui parle de la Corée du Nord. Et j'avais trouvé que c'était vraiment... J'avais l'impression qu'il y était allé. Ça ne m'aurait pas étonné parce qu'il aime bien faire des recherches et d'être sur place. Et il se documente beaucoup. Et donc j'écris ça. Et 2 jours après, il m'écrit un petit mot en me disant « J'ai lu votre article, merci. » Et il dit d'ailleurs « J'ai lu Pyongyang pour me... » Donc voilà, ça se bouclait un peu parce que je trouvais que c'était bien fait. Et en fait, il avait lu ma BD, entre autres, parce qu'il en a lu beaucoup d'autres. Et je disais « Ah, c'est très bien vu. » Et oui, j'ai lu votre BD. Et donc, il me disait qu'il avait beaucoup aimé. Et à partir de là, on a eu quelques échanges. Et moi, et ça se trouve que ça fait partie de mon auteur de littérature que je préfère. J'ai lu tous ses bouquins, donc je peux vraiment dire j'adore ce que vous faites, j'ai tout lu. Donc, j'ai pu le rencontrer. Et là, on va faire une table ronde dans le festival Au Les Beaux Jours, qui est à Marseille. Et en plus de ça, comme j'aime beaucoup ces livres, pour préparer cette rencontre, je me suis mis à faire des livres, à faire des croquis, parce qu'entre des projets de livres, j'aime bien me détendre un peu et faire que du dessin, un peu comme des croquis, revenir à ce que je préfère, c'est-à-dire faire du dessin et juste du croquis, très simplement. Et je m'inspire des livres de Jean Echenoz que je mets en images, et ça fera peut-être le sujet d'une exposition là-bas. J'espère. Est-ce que vous faites la différence entre vos livres de reportage, Guy Delisle, et votre série Le Guide du Mauvais Père ? En fait, pas tellement. Le Guide du Mauvais Père, c'est comme Chronique de Jérusalem, si on enlève la politique et la géographie et les problèmes de bagnole. Et en gros, c'est ce que je me disais quand je faisais les Chroniques de Jérusalem. Je me dis, quand je vais finir ce gros bouquin, je vais faire que des petits trucs légers, des histoires courtes. Et j'ai mis sur mon blog l'histoire de quand j'oublie de mettre un sou, quand ma fille perd une dent et j'oublie un soir de suite 2, 3, et après je suis tellement mal à l'aise que voilà, je lui raconte plein de conneries. Et il y a tellement de pères qui m'ont répondu. Déjà, je me suis senti beaucoup moins seul. Et il y en a qui ont fait pire que moi. Hein. Et après, j'ai fait d'autres histoires comme ça. Et mon éditeur a dit, tiens, on pourrait en faire une bande dessinée ou une série. Et ça s'est enchaîné comme ça. Et en fait, il y avait de ça. C'est-à-dire que je voulais me détendre et faire que des trucs qui étaient basés sur l'humour. Ce que je mets un peu dans les livres, mais pas que. On a le temps de prendre 1 ou 2 questions avant de vous laisser signer Guy Delisle. Mademoiselle, je vous ai vu là au centre. Mais est-ce qu'il y a d'autres ? Mais il y a aussi en haut. Ah ouais, mais là, ça va faire plus compliqué. Bonjour, merci beaucoup pour ces détails. C'est passionnant. Je voulais vous demander sur ce que vous travaillez, quels sont les projets futurs sur lesquels vous aimeriez bien dessiner. Et une deuxième partie, c'est est-ce que vous boucleriez pas la boucle avec de l'animation ? Je pense à Marjane Satrapi, mais de ce que vous avez aussi dessiné, est-ce que ça vous intéresse ou pas du tout, au contraire ? Donc les projets futurs, là je viens juste de terminer donc, le Guide du Mauvais Père 4 qui va sortir en juin pour la fête des pères. Et ça c'est l'éditeur, hein, et ils ont tout compris. Et à côté de ça, là, je fais des croquis donc, qui sont basés sur les livres de Jean Echenoz, qui sont des rues de Paris. Donc, je fais des croquis sur les rues de Paris. J'en ai mis quelques-uns sur mon blog. Et après, je crois que je vais travailler sur
Ça dépend. J'ai plusieurs idées et en fait chaque mois je me dis je vais faire ça et le mois d'après je dis je vais faire ça. Enfin, dans le futur je vais essayer de travailler sur encore basé sur le réel, mais ça sera j'aimerais bien travailler sur quelque chose de biographique, de prendre donc quelqu'un qui a existé, un scientifique ou un peintre ou un marchand de tableaux et travailler sur ce matériau-là qui serait une biographie, parler de lui. J'aime bien quand il y a des contraintes. La fiction pure, ça me fait un peu peur. Et là, de parler de quelqu'un qui a existé, ça me fait vraiment envie. Je suis en train de creuser ça. J'entends que c'est fini les voyages, donc? Les voyages, oui, ils sont finis parce que les enfants ont grandi. Et voyager avec des tout petits enfants, c'est facile. Mais avec des pré-ados, c'est beaucoup plus compliqué. On savait qu'on ne ferait pas ça toute notre vie. Donc on a posé nos valises. Et là, après Jérusalem, on a arrêté ça. Ouais. Je ne sais pas si on repartira un jour, mais après, moi, j'ai d'autres idées qui vont dans le sens de l'autobiographie, avec des fois les rencontres que je fais ou les grandes tournées de promo où j'ai pris quelques notes. Et je vais peut-être bosser aussi un peu là-dessus. Ça fait un peu envie. Pour la deuxième partie de la question, sur l'animation, oui. L'animation, c'est tellement un gros travail. C'est-à-dire que si je fais de l'animation, je ne fais plus de bouquins et j'aime trop faire des livres pour me dire je vais m'arrêter comme Arjan a fait pendant faire le film 2-3 années, et après promo, traduction, autres pays et tout. Résultat, elle a abandonné la bande dessinée du coup. Ben, c'est le cinéma qui l'a. Ouais, mais elle est partie que là-dedans. Après, ouais. Elle a peut-être envie de faire ça, mais moi non, j'ai envie de revenir au livre. Il y a une liberté dans le livre qu'on n'a pas dans le film, c'est-à-dire que quand on travaille sur une bande dessinée, l'énergie qu'on y met, c'est comme 95%, c'est sur la bande dessinée. Si demain je vais faire un western, je commence demain, alors que si je veux faire un film d'animation sur un western, je vais passer des mois à convaincre un producteur que c'est une bonne idée, que ça fera un bon film d'anime et tout ça. Il faut que je prépare un scénario, un storyboard, et tout ça, c'est pas du concret, ça sera jamais à l'écran. C'est beaucoup d'énergie quand même. Il faut travailler en équipe. Une fois que c'est monté, pourquoi pas, mais voilà. L'animation, je sais ce que c'est aussi parce que j'en viens. Donc, Marjane, elle ne savait pas ce que l'était. Je ne sais pas si elle se rendait compte qu'elle mettait le doigt dans un engrenage qui lui prendrait 5 ans pour faire un film. Donc moi, je préfère faire pendant 5 ans 4, voire 5 albums. Des fois, j'en fais un par année, disons 3-4 albums. Vous aimez la bande dessinée, vous aimez faire de la bande dessinée, mais est-ce que vous aimez aussi lire de la bande dessinée, Guy Delisle? Ah ouais, j'en lis plein, ouais. J'ai lu celui qui a gagné le prix, le Grand Prix, je l'avais lu avant qu'il soit nommé à Angoulême, là, la saga de Grimm. Je trouve ça très beau, le dessin est magnifique, c'est vraiment un bel album. J'avais lu avant celui qui a gagné le prix Fnac ou Cultura peut-être, sur c'est Copperhead, Opération Copperhead avec David Niven. C'est très drôle. C'est succulent ce truc. Ouais. Ils sont très anglais, ils se baladent, et ils font un truc qui est vrai, c'est basé sur le réel. Oui, c'est fait. Et c'est très chouette, c'est épais, on plonge dedans. Et puis il y a l'épisode de la Deuxième Guerre mondiale qu'on ne connaissait pas. Ouais, moi j'ai adoré ça. Mais moi aussi. Mais est-ce que vous ne faites pas partie des auteurs de bande dessinée qu'on vient voir pour reprendre le patrimoine, par exemple, comme tous vos collègues, avec le style que vous avez, ou peut-être que je me trompe, peut-être que vous pouvez, avec ce style, reprendre, je sais pas, un personnage du patrimoine de la bande dessinée. Ah, on viendrait me chercher pour faire un Lucky Luke. Par exemple, ouais. Là, je serais pas contre, hein. Franchement, Lucky Luke, j'y pense. Mais ça s'est pas fait. Hein. Ouais, c'est vrai, j'y pense. Mais après, ça serait vraiment à ma façon. Je pourrais jamais dessiner comme Maurice, le grand Maurice. Et je pourrais jamais me mesurer au scénario de Goscinny, le très très grand Goscinny. Ouais. Je lisais l'autre fois, mon fils m'a offert Le Cavalier Blanc. C'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre de narration. En fait, je le relirai encore dans 20 ans et j'en serai toujours persuadé. Ça serait difficile de s'attaquer à ça, mais ça fait envie quand même. Ouais. Plutôt Lucky Luke, donc. Moi, dans mes dadas, quand j'étais jeune, moi je lisais beaucoup Fred Philémon, mais là, je ne pourrais pas m'attaquer à ça parce que c'est trop personnel comme univers. Mais quel chef-d'œuvre aussi, sans parler du Petit Cirque de Fred. Mais Lucky Luke, ouais, ça pourrait être un espèce de... Comme ils font, parce qu'ils ont déjà un peu cette collection avec des spin-offs. Il y a Bouzard qui en a fait un qui est très très drôle, donc il reprend sa façon. Ça, c'est intéressant, parce que là, on invite un auteur avec son bagage à rajouter sa patte pour faire un Lucky Luke. Ça, c'est intéressant. Sans parler de celui du Mathieu Bonhomme, qui est magistral. Très bien. Une dernière question. Allez, mademoiselle, au fond. Je ne vois toujours pas en haut.
Bonjour, merci beaucoup pour cette présentation. C'est vraiment très agréable de vous écouter. À chaque fois que je lis un de vos livres, j'ai toujours l'impression que c'est trop court. Enfin, j'ai toujours envie que ça continue. Je suis avide d'avoir plus d'anecdotes, de savoir ce qui va se passer. Enfin, voilà, j'ai toujours envie que ça continue. Et j'aurais justement voulu savoir comment vous sélectionnez en fait ces anecdotes. Et est-ce que parfois vous avez de la frustration de ne pas en mettre, plus, ou alors est-ce que vous sentez que vous arrivez au bout de votre histoire? Il y a un peu les deux. Je me disais, il y a des trucs que dans chaque album, je me dis, j'aurais dû le mettre, mais à la fin, il fallait finir l'album, parce qu'il y a toujours une date butoir. Et je me disais, bon, allez, Birmanie, j'en ai déjà pas mal de pages. Jérusalem aussi. Et à un moment, je me dis, je préfère un espèce de petit livre où ça serait les trucs que j'ai oublié de mettre dans chaque album. Moi, ça serait rigolo. Mais là, on passerait d'une ville à l'autre. Ça serait un peu curieux. Mais oui, il y a toujours un peu ça. Ouais. Parce que malgré tout, on a l'impression qu'on travaille pas sans filet, mais qu'on est libre et qu'on fait cette BD, qu'on la termine. Mais en fait, ça se termine sur même sans fuir. À la fin, ils disent, aussitôt qu'on le montre à l'éditeur, il dit, ouais, ça serait bien qu'on le sorte pour septembre parce qu'il y aura blablabla. Donc là, on est là, ah merde, faut vite, et là, il faut y aller à fond. Et après, je dis non, septembre, c'est juste pas possible. Donc il dit, ah d'accord, ça serait bien qu'on le fasse pour Angoulême, mais là, il faut y aller à fond. Donc ça se termine toujours, malgré qu'on se dit, voilà, le prochain coup, je vais essayer de pas leur dire, ou je vais le faire jusqu'au bout, je leur donnerai. Il y a toujours un moment où ça se termine sur les chapeaux de roue, tout le temps, c'est très curieux. Avant de vous laisser faire ce que vous adorez faire, Guy Delisle, c'est-à-dire rencontrer vos lecteurs et faire des petits Mickey, une dernière question. Est-ce que vous êtes du genre à vouloir exposer vos dessins dans des lieux qui ne sont pas dédiés à la bande dessinée, comme cela se fait de plus en plus, notamment grâce aux dessinateurs de votre génération ? Moi, quand je fais des expos de mes pages, je suis toujours assez embêté parce que ils sont faits pour être dans un livre et quand c'est sur un mur, je trouve vraiment. Donc vous faites autre chose pour les expos ? Eh ben, ça m'est jamais arrivé en fait qu'on me dise un expo avec des dessins. Il y en aura un pour la première fois peut-être à Marseille, où là je fais des dessins qui sont faits pour être vus en tant que dessin et non pas comme une narration dans une histoire, ce qui est très différent. Et bon, je dessine pas comme Mathieu Bonhomme, donc ou Frédéric Peters, où on voit les originaux, et c'est moi c'est pas vraiment ça, donc c'est des petites pages sur des photocopies, et donc voilà, j'aime pas trop mettre mes pages sur des murs. Mais après, je crois que petit à petit, je vais essayer de me ramasser assez de dessins pour pouvoir faire des expositions, de faire des pauses comme fait Emmanuel Guibert, lui, entre des albums pour aller faire des croquis et se ressourcer aussi. C'est une très très bonne idée que j'ai pas toujours fait, mais franchement, il faudrait que je cultive ça un peu. Merci beaucoup, Guy Delisle. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup.